Gone Bay is part of the Podcut family of podcasts. Alors, on va lancer le générique. Nananananana. Comment ça, fichier corrompu? 4. C'est quoi ce bazar? Oh non, c'est pas possible. Ah, bah quand même. Ah, non. Oh putain, j'ai cassé le générique. Ah, j'ai cassé l'ordinateur, il y a les 4 partout. Ça. En plus, ça porte malheur en Corée, mon podcast est maudit. Oh non. Je fais quoi? En plus, il y a mon invité qui arrive. On va faire comme si de rien n'était. Bon, eh bien, aujourd'hui chez Gone Bay, on ne va tourner aucune table, laisser les Ouija au placard et parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, les films d'épouvante asiatiques, les films de fantômes, les Yurei Eiga. Ceux qui ont vu Ring ou Ju-on, ou les affreuses Ring et Grudge, adaptations américaines dégueulasses comme ils en ont le secret, bref, ceux qui ont vu ces films connaissent déjà le principe. Si l'on meurt dans des circonstances très violentes et injustes, la rancœur et la colère deviennent insupportables et on reste pour se venger, pour rectifier l'injustice. J'ai découvert ce genre de film avec les 2 que je viens de citer, et après avoir poncé le genre au Japon, j'ai été regarder ce qui se faisait chez les voisins, donc les Coréens, qui étaient déjà très réputés et pour leur cinéma de genre, et notamment pour leurs films d'épouvante. Les 2 tout premiers films que j'ai vus sont ceux dont on parlera, Fun, sorti en 2002, et A Tale of Two Sisters, sorti en 2003. Comme ce sont des films qui font peur, je n'avais pas trop le cœur de les regarder seule. Je les ai donc regardés avec mon binôme Jo, qui est absent car occupé ce soir dans l'hôtel où il travaille. Sachez d'ailleurs pour l'anecdote que comme il y a un couvre-feu et qu'on devait manger ensemble, j'enregistre actuellement dans une chambre d'un 4 étoiles tropézien. Ce n'est malheureusement pas l'hôtel de Shining où les copains de Popcorn Impact ont fait leur épisode de Chair de Pod. Shining d'ailleurs qui a été le sujet de Chair de Pod de Listen to the Game et du roi Stephen. Je fais des liens car en parlant du roi, ma compagnie de ce soir, décidément c'est l'introduction la plus longue et laborieuse qu'on aura entendue pour un épisode de Gone Bay, et la spécialiste du roi en personne, la pigiste en chef de la Gazette du Maine, chroniqueuse émérite du roi Stephen et héros de Podcut. Mon invitée de marque aujourd'hui est la grande Émilie. Émilie, comment vas-tu? As-tu apprécié ces films? Bonjour, déjà merci pour cette présentation, je suis très flattée et très touchée. Je vais très bien, merci, et toi comment tu vas? Honnêtement, je sors de devant l'allocution présidentielle, mais en vrai, ça va. Il faut dire que Macron a arrêté de parler pour annoncer le reconfinement. Toi en plus t'es dans un hôtel, hein, t'as bien choisi ton endroit et on a commencé à enregistrer juste après. Donc en effet on est dans un contexte un petit peu angoissant, mais ça nous met dans le ton pour ce soir, j'ai envie de te dire. J'espère juste qu'ici il n'y aura pas de fantômes parce que honnêtement, j'ai pas pris de quoi me défendre. Ce soir j'ai regardé tout Supernatural, hein. Je sais comment il faut faire, du sel, tout ça, j'ai tout bien appris ma leçon. Ah, si tu veux du sel, tu demandes à Pomme, je crois qu'elle en a. Pourtant les pommes c'est sucré. Ah oui, mais Pomme dans le roi Steven, elle répand beaucoup de sel. D'ailleurs, le roi Stephen, je ne sais jamais prononcer le nom du podcast sans heurter les fans de Stephen King. Je vais dire Stephen Hawking, pardon. Oui, non, dis Stephen. Moi, je dis Steven parce que j'ai envie de le dire à l'américaine, mais en vrai, on peut le dire à la française, on peut dire Stephen. C'est pas très grave. D'accord, je note. C'est un peu un des rois de l'épouvante. Là, on va totalement sur un autre domaine parce qu'on va sur des films de fantômes et on en a choisi 2 très différents, avec 2 mécaniques très différentes. On va commencer par celui qui est le plus compliqué à dérouler, Phone, qui n'a rien à voir avec The Phone Game, ni d'autres films téléphoniques ou téléphonés. Il a été produit en 2002 par Byung-Ki Han, qui est globalement spécialisé en films d'épouvante. Parmi le casting, les 2 plus notables sont l'héroïne et sa sœur. Donc l'héroïne est jouée par Ha Ji-won, qui est une des plus célèbres actrices coréennes et clairement ma préférée de tout le lot des actrices coréennes. Vous l'avez déjà vue dans le clip Gentleman de Psy, mais aussi dans pléthore de films et de dramas, parmi ceux qui sont faciles à trouver, notamment sur Netflix. On peut identifier Chocolate, qui est sorti l'an dernier, et Secret Garden, qui est sorti il y a 15 ans. Mm-hmm. Si je ne devais en conseiller qu'un qui n'est pas dans ces 2-là, ce serait The Time We Were Not in Love, qui est un drama un petit peu chocolat chaud.
Voilà, je m'égare. En tout cas, le reste du casting a plus ou moins disparu des radars, donc à l'exception de celle qui joue sa sœur, Ki Woo-mi, que l'on peut retrouver sur Netflix dans des dramas qui avaient cartonné à l'époque, Can We Love de 2014 et Romance is a Bonus Book de 2019. Voilà, donc de quoi parle ce film, sans spoiler? C'est l'histoire de Ji-won, donc l'actrice qui joue, le personnage s'appelle Ji-won et elle joue un personnage qui s'appelle Ji-won. Bref, C'est facile. Ji-won a participé. Voilà, on mémorise bien, mais ils le font souvent ça. C'est pratique. Bah, c'est marrant parce que c'est le cas dans Shining. Dans Shining, Jack Nicholson, il joue Jack Torrance et Danny Lloyd, il joue... non, je crois que le gamin qui joue Danny Torrance, c'est un Danny aussi. Tu vois, donc c'est ça. En fait, tout tourne toujours autour de Shining, un petit peu. Bah, c'est un petit peu la référence. Hein. C'est ça. Et je trouve ça très pratique parce que honnêtement, de tous les personnages, je me souviens que de 2 personnages. Un parce qu'il y a son nom sur tous ses mouchoirs et un parce que c'est le nom de l'actrice. Parce que c'est assez compliqué sur le film, on les voit peu. On a peu le temps de mémoriser les noms, je trouve, des gens, ça va assez vite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et en plus, moi, très honnêtement, je suis pas du tout habituée au cinéma asiatique, et donc c'est des prénoms que je connais pas, donc que j'ai aussi du mal à intégrer parce que c'est pas des Jacques, des Paul, des Pierre, et donc c'est pour moi des noms qui sonnent étrangers, et je peux facilement les confondre s'ils reviennent pas assez souvent. Si un personnage va parler d'un autre personnage en donnant juste son prénom, il y a de fortes chances que je comprenne pas de qui il parle, quoi. C'est le souci, c'est pour ça, l'héroïne, on sait qu'elle s'appelle Ji-won, on la voit souvent, etc. Mais c'est vrai que les autres, que ce soit la gamine, enfin bref, tous les personnages, moi je m'étais assez embrouillée, pourtant j'ai l'habitude. Mais comme j'ai plus l'habitude d'un format sur 16 épisodes, etc., sur les films, j'ai tendance à un petit peu... Mais même les films américains, les films français et tout, moi les prénoms, c'est un cauchemar. Ouais. Moi c'est le mec dans l'avion, le mec qui conduit, le taxi. C'est ça. Voilà, ça va, il y a pas trop de personnages, donc ça va, on s'en sort. Voilà, ça va, les personnages principaux en plus sont assez récurrents. Ouais. Et on se retrouve donc avec Ji-won. Ji-won, c'est une jeune journaliste, elle a la vingtaine, et elle a participé à une enquête qui n'est pas sans rappeler l'actualité récente en Corée. Elle a réussi à faire éclater un réseau pédophile, donc qui impliquait surtout des lycéennes et des hommes bien sous tout rapport, évidemment. Mm-hmm. Et elle finit par se faire menacer de mort et harceler, donc, logiquement, elle change de téléphone. Rappelons qu'on est au début des années 2000, hein. Donc on a les vieux téléphones à clapper, on n'est pas sur les smartphones, voilà, c'était pas aussi connecté que maintenant. Donc elle finit par changer de téléphone et sa sœur, qui est pétée de thunes, lui propose d'aller habiter dans la maison qu'ils sont en train de rénover pour habiter avec son mari. Ce bougre de Lee Chang-hoon, qui a une très bonne situation, qui est un des plus riches investisseurs de Corée, donc on l'apprend dans ce film. Et de là, elle recommence sur ce nouveau téléphone à recevoir des appels très étranges. Et très rapidement, sa nièce, d'à peine 6 ou 7 ans, va répondre à son téléphone et devenir avoir un comportement complètement erratique et violent. Voilà le pitch qui ne spoil pas. Donc, sans spoiler, qu'as-tu pensé globalement du film, déjà dans un premier temps ? J'ai trouvé j'étais un peu perdue dans les transitions. J'avais un peu de mal à comprendre à quel moment on se situait, vu que le personnage principal est pas hyper développé. Tout le début, j'étais un peu paumée, tout ce que tu viens de raconter de cette transition elle dévoile un scandale pédophile, donc du coup elle change de téléphone, donc elle change d'endroit. J'étais un peu perdue, je comprenais pas trop ce qui se passait. Après, je l'ai trouvé très efficace, un peu daté parce que les téléphones à clapet, ça fait plus peur à personne, tu vois, il y a ce côté un petit peu, quand tu parles de la technologie peut être très vite datée, mais très poétique et avec une super musique. Oui, là, pour la musique, on est sur des scènes, on en reparlera plus tard dans la partie qui spoil, mais il y a vraiment des musiques que je trouve très bien choisies, et même dans l'autre film, je trouve que c'est des musiques qui sont très douces, ouais. Des fois, et qui contrastent un peu avec des scènes assez violentes. Oui, ouais, complètement. C'est vraiment j'ai un vrai bon choix de musique et c'est assez surprenant. Comme je le disais, c'est des codes que je connaissais pas du tout et c'était assez agréable. Après, j'ai pas par rapport au second, on en reparlera plus tard, mais j'ai pas eu vraiment peur en fait. Il y a des scènes un peu impressionnantes et qui sont très très bien jouées, notamment par la petite fille, mais j'ai pas eu de gros frissons. Avec du recul, moi à l'époque, je m'en souvenais, moi c'était un film que j'avais adoré, je m'étais dit waouh, le scénario, et dans ma tête c'était très très clair le scénario, et en fait à le revoir, je me rends compte que c'est clair à la fin.
Au début, Oui. on a du mal à comprendre qu'il s'agit d'un scandale, on voit juste qu'elle se fait harceler, qu'elle doit s'isoler, on sait pas trop pourquoi, c'est que Ouais, c'est après, quand ça. les personnages commencent à intervenir, qu'on comprend mieux ce qui se passe. L'histoire du téléphone, En plus, la première scène, on comprend le contexte que beaucoup plus tard, donc on sait pas trop ce qui se passe. Et du coup, là maintenant, on va spoiler, balise spoiler. On commence la partie spoil. Parce que quand Ji-won reçoit son nouveau numéro, ça a bugué chez SK Telecom, donc le France Télécom coréen qui a énormément de pouvoir. Mm. Et elle n'avait pas le choix, elle se retrouve avec un seul numéro de dispo qui finit par 6644. Et c'est là que l'intrigue va un peu se dérouler. Et au début, on comprend pas tout à fait. Elle reçoit des appels. En plus, je l'ai vu, j'ai réussi à le voir en VF parce que je lui ai commandé un Blu-ray que j'ai trouvé en Allemagne pour le Ah regarder. oui. Du coup, ça a été. J'ai regardé en VF pour que ce soit plus facile à suivre par rapport à mon Jo qui regardait avec moi, qui avait pas forcément envie de le regarder en coréen sous-titré allemand. Ouais, moi, Ce je l'ai qu'on vu entend, hein. en coréen sous-titré français, du coup. Et c'est vrai que c'était toute cette histoire, à un moment quand elle décroche son téléphone et qu'elle a les appels étranges, j'ai l'impression que les appels sont en coréen, donc on comprend pas, même elle qui comprend pas ce qu'il dit, nous on comprend encore moins, Ah oui, parce ouais. que c'est voulu que la qualité est mauvaise et tout, mais on entend une voix parler en coréen extrêmement cryptique, et on se retrouve donc avec un film qui est un film de fantôme, et en fond, on a toujours l'histoire du harcèlement avec les pédophiles, etc., mais qui prend de la place peut-être au mauvais moment et du coup qui brouille un petit peu l'histoire, enfin qui m'avait un petit peu embrouillée, justement. Après, je sais pas, Ouais. en spoilant ce que t'as pensé du film, avant qu'on parte sur le résumé complet. Ouais, j'ai vraiment sur la première demi-heure, comme je te disais, ça commence alors sur une scène qui est pour le coup hyper efficace avec la fille dans l'ascenseur. Et en fait, j'ai eu l'impression que quand tu passes de cette scène-là, qui clairement est vouée à introduire ce qui va se passer plus tard, mais que tu passes directement à ce qui se passe après, je me suis dit en fait, il manque le film que je regarde, il est pas complet, il manque des scènes à certains endroits quoi. J'ai toute cette transition-là, j'ai pas compris. On se retrouve dans cette salle où on lui explique que du coup elle doit changer de téléphone et s'isoler pour se protéger, mais on comprend pas pourquoi. Donc je me suis dit, il me manque un truc. Est-ce que c'est parce qu'elle connaissait la personne qui vient de mourir dans l'ascenseur? Enfin, tu vois, moi, j'ai eu vraiment, j'ai eu un problème de rythme au début. Bah, honnêtement, plus le film avance, plus on comprend l'histoire et donc plus on Ouais, s'y accroche. Mais c'est vrai que ouais. pareil, au début, on a une dame qui meurt dans un ascenseur et on voit cette personne qui se fait harceler, on sait pas pourquoi. Est-ce que c'est des filles qui se font harceler, tout ça? On entend parler d'un scandale en plus. Enfin, c'est très très compliqué à comprendre. Et au final, quand on déroule l'histoire, j'ai voulu faire un résumé complet et je me suis retrouvée à plus m'embrouiller qu'autre chose. Parce qu'en fait, le résumé, euh, il part dans beaucoup de sens parce que d'un côté on a la famille, on a sa famille avec sa sœur qui est stérile, Mm. à qui elle a fait un don d'ovocytes pour avoir un enfant. Cet enfant qui, dès qu'elle décroche son téléphone, reçoit un appel qui la traumatise et qui lui déclenche un complexe d'Oedipe terrible, où elle essaye quand même de rouler des galoches à son papa et de tuer sa mère. Hein. Sa mère se réveille une nuit avec un couteau planté dans la photo de famille. C'est des scènes, moi, qui m'ont choquée, plus que effrayée, mais choquée, genre... ah, quand même. Ouais, alors la scène où elle embrasse son père à pleine bouche pour provoquer sa mère, elle est hyper malaisante, mais dans le bon sens, quoi. Je veux dire, je pense qu'elle provoque exactement ce que la réalisatrice ou le réalisateur voulait provoquer, quoi. J'étais devant, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est super choquant, la gamine joue extrêmement bien, quoi. Et malheureusement, elle n'a plus fait de film après. Enfin, Ah elle en ouais. a fait un en 2004 et plus rien. Elle a 23 ans maintenant. Et c'est dommage parce que c'est vrai elle alterne vraiment les moments où elle est adorable et les moments où elle est vraiment flippante. Pour le coup, c'est elle, je trouve, qui fait le plus peur. Ouais. Notamment un passage plus tard où elle va aller très très loin dans la provocation et on comprend plus tard en quoi. Où elle va se jeter du haut des escaliers en disant est-ce qu'il y en a une qui va mourir pour moi? Et bam, elle se jette en haut des escaliers. Et cette petite, on comprend pas trop pourquoi elle pète les plombs comme ça, jusqu'à un moment dans le film où justement elle va passer devant un miroir avec l'héroïne, Ji-won, et que dans le miroir on va voir que le reflet, c'est pas le reflet de la petite, mais le reflet de quelqu'un d'autre. Mm. Où on commence à comprendre que peut-être elle est possédée par quelque chose. Mais c'est à ce moment-là vraiment que l'héroïne commence à enquêter, parce que les deux personnes avant qui ont eu le numéro sont mortes dans des morts extrêmement violentes et suspectes, et c'est là qu'on se rend compte que parmi ces deux personnes, il y a la fille de l'ascenseur du début, donc là on commence à faire les liens.
Et on se rend compte que la personne qui avait le numéro encore avant, qui finissait par 6644, qui est un numéro qui apparaît quand son ordinateur plante, là on commence enfin à faire le lien, c'est le numéro d'une personne qui avait disparu avant ces gens-là. Et là, quand elle enquête, c'est là qu'on se rend compte qu'on raccroche tous les wagons, qu'on pense raccrocher tous les wagons, mais qu'il en manque un. Ouais. Et là, on commence à tout comprendre, vraiment. On a une lycéenne qui était tombée amoureuse d'un garçon, elle en avait parlé sans en parler à ses copines, elle était folle amoureuse, et elle n'en a jamais rien dévoilé, et elle a appris la sonate au clair de lune pour lui faire plaisir. Et là, on se rend compte que cette sonate au clair de lune de Beethoven qu'on entend sans l'entendre depuis le début dans la maison, ça vient de là. Alors que peut-être c'est elle le fantôme. Mais pourquoi elle est là ? Et une de ses copines trouve un test de grossesse positif dans son journal intime. Journal intime très bien présenté, d'ailleurs, il y a une phrase par page. C'est très beau, avec des petits stickers. Moi, mon journal intime, c'était des pages d'écriture intégralement remplies. Oui, il y avait des ratures et tout, des trucs en capital quand j'étais énervée. Franchement, on n'a pas la même enfance, quoi. C'est sûr. Elle écrit « C'était vraiment une belle journée ». Un petit sticker, page suivante, c'est très bien écrit, on dirait un livre de poèmes. J'ai mis très longtemps à comprendre dans le film, j'étais là, non mais en fait c'est son journal perso. C'est pas un livre où elle a fait des annotations, c'est vraiment son journal. Et là, on se rend compte que patatras, on s'en rend compte parce qu'elle trouve le journal intime, enfin l'héroïne trouve le journal intime de la petite dans la maison de secondaire où elle habite depuis qu'elle est harcelée. Elle trouve le journal intime de la gamine, et là, elle se rend compte en voyant une photo de famille découpée dans un journal, avec la photo de la lycéenne dessus à la place de sa sœur, et elle se dit, mais en fait, c'est son beau-frère qui s'est tapé la lycéenne. Et là, déjà, moi, je me dis, elle a enquêté sur un réseau pédophile de mecs qui se tapaient des lycéennes. Elle se rend compte que son beau-frère c'en est un. Donc là, c'est chaud. Qu'il l'avait mise enceinte. Donc clairement, ça a été très loin. Enfin, ça a été plus loin qu'on est censé aller avec une lycéenne, c'est sûr. Et elle va le voir, elle lui dit, bon, bah, tu te dénonces ou je te dénonce. Et là, on se dit, bah, c'est bon, on a compris le film. Il a tué la lycéenne, il a voulu s'en débarrasser, tout va bien. Et pas du tout, en fait. On se rend compte, c'est un truc qui est terrible. En plus, ça va très vite, hein. Par rapport au début, où toute l'installation, au moment où elle arrive, il se passe des choses et tout, et tout ce passage de révélation dont tu parles, en termes d'équilibre de temps, moi je suis restée scotchée devant la vidéo en me disant « Putain, mais oui, mais c'est ça, ah mais oui, mais c'est ça », et ça a complètement contrebalancé un truc un peu plus lent que j'avais avant, à pas comprendre où on allait, ce qu'ils essayaient de dire, s'il allait avoir une vraie histoire ou pas, quoi. Et pour ça, après, je pense que c'est une question de sensibilité, soit t'aimes bien qu'on te fasse des coups comme ça, ou soit tu préfères qu'on te distille vraiment des vrais indices dès le début. Je dis, pour ça, c'est bien joué, parce que moi, j'ai rien vu venir, quoi. Après, j'ai tendance à regarder aussi les films un peu passivement pour pas m'auto-spoiler et faire plein de théories et tout. Donc, en général, je vois rien venir de toute façon. Mais j'ai bien aimé ce côté, toutes ces révélations, et voir qu'il y a une histoire vachement plus profonde et très logique derrière. Oui, et qu'en fait, il y avait rien qui avait été fait par hasard, mais on se rend compte qu'à ce moment-là, parce qu'on se dit, en fait, ce numéro, en fait, tous les gens allaient mourir jusqu'à ce que ce soit elle qui l'ait, en fait. C'est un peu troublant, mais... Et on se rend compte que, du coup, la lycéenne voulait qu'elle ait ces informations, et on se dit, voilà, le beau-frère, il l'a tué, c'est un salaud, Lee Chang-hoon, c'est vraiment un... Bon, c'est un salaud, quand même, hein, parce que ça reste un pédophile, on va utiliser les mots. Et la lycéenne, du coup, elle vrille totalement. Elle se met à devenir violente, agressive, mais je me dis, c'est quand même une lycéenne qui est dans une période un peu compliquée, enfin, on n'est pas mature hein, quand on a 17 ans, et bon, on pardonne quand même le fait qu'elle ait un comportement un peu erratique. Il y a un homme qui s'intéresse à elle et qui l'a... En anglais, c'est le terme grooming, je sais pas trop quel terme ça peut avoir en français, mais je sais pas. C'est le terme grooming qu'on utilise quand un adulte séduit une personne beaucoup trop jeune. Voire une ado. Et on se retrouve avec cette ado qui est enceinte, et là on se dit, oh là là, en plus il l'a mise enceinte alors que sa femme elle était stérile et tout. Et là ça va très vite parce que Ji-won, elle va dans la maison, elle remballe ses affaires, elle débranche son PC, et là en tirant sur la prise, une poignée de cheveux, et quand elle tire sur les cheveux, ça enlève tout l'enduit du placo, et on se retrouve avec un corps bâché, de la lycéenne justement, avec un téléphone à la main, en face d'elle, et là elle se dit oh là là, qu'est-ce que c'est? Elle se retourne, là il y a le beau-frère qui est derrière elle, on se dit ah merde, il l'a topé et tout, et le beau-frère se barre. Et en fait on se dit oh le salaud, et là il se prend un coup de taser, un taser que Ji-won a récupéré au début du film,
Et là, on voit sa sœur débarquer et qui dit ah, en fait, c'était moi. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on a un flashback supplémentaire où, en fait, elle était avec sa fille, elles ont croisé son mari avec la gamine dans la voiture. Et en fait, il a trompé sa femme pendant qu'elle était en voyage chez ses parents, donc elle le savait pas. Il a ignoré la lycéenne quand sa femme est revenue. Et quand sa femme l'a appris, elle a supplié la lycéenne de partir. La lycéenne, elle lui a dit, de toute façon, t'es stérile, t'es nulle. Il m'aime, toi, t'es qu'une connasse. Elles se sont battues, la lycéenne a essayé de la tuer, donc jusque-là, on se dit, oh, vas-y, la lycéenne, elle a été violente et tout. En la poussant, la lycéenne tombe dans les escaliers, vraisemblablement se tue, donc là, on se dit, ah, quand même, ah, c'est pas trop sa faute à la femme, elle s'est défendue, elle est tombée dans les escaliers, ça arrive. Jusque-là, on en est à un plot de oh, ça arrive, ça peut arriver, voilà, elle s'est fait agresser, elle s'est défendue, c'est de la légitime défense, tant pis, appelle les secours. Là, elle fait un truc incroyable. Elle commence à vouloir se débarrasser du corps. Bon, à la limite, dans la panique, on peut entendre que des fois on fasse des trucs un peu cons. Elle voit le corps se relever, elle lui met un coup de statue. Encore une fois, je me dis, pour avoir des gens, je me dis, bon, je relativise, je me dis, elle a eu peur, elle lui met un coup de... il est toujours temps d'appeler les secours ou de dire, voilà, il s'est passé un truc, j'ai paniqué. Et là, il se passe la scène du film qui m'a assise. Elle prend le corps, elle la met sous une bâche contre le mur. Ouais. Elle l'agrafe. Elle l'agrafe, quoi. Elle brique le mur en face d'elle, et puis à mi-chemin, elle arrête de briquer le mur, et elle recouvre la bâche d'enduit. Puis ensuite, elle ponce l'enduit, et puis elle accroche un tableau. Et là, je me dis, non, au bout d'un moment, la panique, elle est passée depuis longtemps. À quel moment t'as le self-control d'enduire, de poncer, de mettre le placo? Il y a un moment où, ok, bon, ben, soit. Et elle dit à sa sœur, de toute façon, j'ai suicidé mon mari, elle l'attache, machin... Elle lui bande les yeux, et elle lui bâillonne la bouche, elle lui dit, bah je vais te tuer, comme ça tout le monde va croire que c'est mon mari qui a pété les plombs et qui a fait toutes ces conneries, et moi je vais m'en sortir indemne, et garder ma fille pour moi. Bon, bah ok, c'est un comportement de réel psychopathe pour le coup. Ouais. Et il y a cette scène qui par contre je trouve incroyable, c'est que Ji-won est totalement... elle peut que entendre ce qui se passe, elle a les yeux bandés, elle ne voit pas ce qui se passe. Le fantôme sort du mur, le corps s'anime, tue sa sœur... Et au petit matin, Ji-won arrive à se détacher, retrouve sa sœur morte, son beau-frère sûrement, depuis la nuit, la veille, il est sûrement mort aussi. Elle part pour 30 ans de thérapie, et j'imagine 2 mois d'interrogatoire pour la police, et là on a compris tout le scénario, mais on se dit waouh, à la fin ça s'escalade d'un coup, on a un film très lent, et à la fin on se rend compte que le bof c'est un salaud, on le regrette pas trop non plus, mais la belle-sœur, la sœur elle a complètement vrillé, au bout d'un moment... On a pitié d'elle, on se dit ouais, la lycéenne elle est pas sympa avec elle et tout, elle l'insulte, elle lui parle mal, elle l'agresse, elle essaye de l'étrangler, et moi à ce moment-là j'ai perdu toute empathie au moment où elle a commencé à faire l'enduit sur le corps de la lycéenne décédée. Je me suis dit mais là je comprenais plus humainement ce qui avait tapé dans sa tête, ce qui avait vrillé. Surtout cette image où elle, avec sa main sur le visage bâché, mais sur le visage quand même, elle le recouvre d'enduit. Je me dis, c'est pas juste où tu mets un mur de briques devant, c'est que elle est littéralement dans le mur, Elle est pas derrière le mur, elle est recouverte d'enduit et elle lui passe la main sur le visage et tout. J'ai trouvé cette image vachement forte. Mais c'est fou parce que, en fait, l'empathie, c'est... En fait, moi, j'ai trouvé que ça partait en drame familial et j'ai trouvé ça super intéressant. Et en effet, tu switches du drame familial qu'on essaye de te présenter sur une femme qui est trompée, son mari met enceinte une étudiante alors qu'elle-même, elle est stérile, tout ce que tu as raconté, en fait, alors ok, il y a du drame familial, mais elle est aussi complètement tarée, Et une fois de plus, j'avais rien vu venir de toute façon. Honnêtement, j'ai pas vu venir du tout, et j'ai trouvé ça très stylé parce que alors il faut savoir que mon compagnon de canapé pour ce film m'a fait une réflexion pertinente. En fait, quand le téléphone de la lycéenne sonne quand elle vient de se faire tuer, et c'est la sonate au clair de lune en version un peu stéréo, et il me dit en 2003 elle avait dû faire le 8-12-12. Mais en vrai, sur le moment en 2003 ça devait être terrifiant d'avoir ce genre de petites sonneries et sonate au clair de lune qui sonnent alors qu'elle est morte. Et nous, la seule réflexion qu'on a eue, c'est que ça a un peu cassé la scène. On s'est dit, vas-y, elle a fait le 8-12-12, elle a pris sa sonnerie en stéréo, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas trop d'avoir une sonnerie portable personnalisée en 2003. Et c'est vrai que tout ce côté technologique dont tu parlais au début, tout ce décalage, nous, ça nous a un peu des fois sorti du film. Mais ouais, dans cette scène, c'est une escalade qui va très très vite, et à la fin, le soleil se lève, elle enlève son baillon, elle se dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe,
et elle retourne jeter le téléphone à la mer, et on a toujours ces musiques au piano très douces, très mélancoliques. Moi, ça m'a fait penser à la fin de Jumanji, parce que il y a ce truc où il jette à l'eau et le téléphone il se remet à sonner. Et dans Jumanji, il jette à l'eau et on retrouve le plateau de jeu sur une plage où il se remet à jouer du tambour. Et j'aime bien ces fins qui sont pas vraiment des fins, tu vois, qui disent qu'en fait c'est un cycle et le truc il est hanté et quoi que tu fasses, il va continuer sa mission qui est de hanter, de tuer, j'ai bien aimé ça. Moi aussi, en plus, on est sur un film de fantôme, donc dans le film de fantôme, à Ouais. chaque fois, je me demande, est-ce que le fantôme, il va juste se venger, ou est-ce qu'il va, comme dans Ju-On, The Grudge, continuer à tuer tout ce qu'il peut jusqu'à la nuit des temps, ou dans Ring, si il faut absolument montrer la cassette à quelqu'un d'autre, il y a toujours une condition, et là, ça se remet à sonner, et toutes les personnes qui ont décroché ce téléphone sont un tout petit peu devenues folles, en fait, donc le fait qu'il soit au fond de l'eau, est-ce que quelqu'un va le retrouver un jour Après tout, c'est des téléphones qui étaient quasi increvables, donc étant donné qu'il est hanté... il va peut-être pas pourrir au fond de l'eau, ouais. Où ça va amener? Est-ce que dans 10 ans... Non, c'est vrai que c'était intéressant. Et puis ce drame familial, c'est terrible, terrible. Et la petite, on sait pas trop... Bon, j'imagine qu'elle est plus possédée à partir du moment où... On sait pas d'ailleurs, mais j'imagine que la petite va retrouver un comportement normal. Il y a un peu un mystère, ouais, sur cet enfant. Parce que là, on voit juste que l'héroïne va bien et qu'elle jette le portable à la flotte en mode « Allez, c'est bon, salut ». Je passe à autre chose. Je refile le bébé à quelqu'un d'autre. Et puis elle va rechanger de téléphone du coup parce qu'au final elle était harcelée. Il faut savoir, j'en ai pas parlé dans mon résumé un peu flou, mais à un moment il y a un de ces harceleurs, justement le harceleur qui tue un de ses potes, qui le poignarde et tout ça, et qui va la chercher à l'hôpital pendant qu'elle va voir sa nièce, tout ça, et qui essaye de la buter. Et le fantôme, à ce moment-là, entre guillemets, prend sa défense et jette le mec par-dessus une balustrade. Donc ça veut dire que le fantôme, en vrai, il veut qu'elle découvre la vérité, quoi, quitte à prendre sa défense à ce moment un petit peu clé. Donc c'est vrai que la nana, quand même, elle est quand même dans son enquête pour réseau pédophile. Elle a tout ça dans sa famille, enfin, elle vient quand même de perdre sa sœur. Va falloir expliquer à sa nièce des trucs, parce que la nièce ne se souvient pas trop de ce qui se passe. Quand elle est pas possédée, elle a un comportement normal d'enfant de 6 ans, adorable. Et puis il y a un truc, moi, dans ce film, c'est que la maison secondaire où elle vit, est-ce que elle aurait disé, voilà, on refait la déco pour plus tard? Au final, je pense qu'après avoir fait le mur sur la gamine, elle a pas trop refait la déco. Mais on a une maison secondaire, enfin une maison qui contraste beaucoup avec leur appartement. De la maison, on voit qu'elle est dans un quartier riche, dans une rue riche et tout ça, avec l'interphone vidéo en 2003. Enfin, c'est un truc quand même qui devait coûter assez cher. Et la maison est très marron, très vieillot, très des vieux meubles, très limite le parquet qui grince, enfin... Et d'un côté, leur appartement, quand on a des scènes dans leur appartement où ils vivent actuellement, tout est blanc, mais blanc du sol au plafond. Il y a le lave-linge dans la cuisine, c'est très moderne. Il y a de l'évian, il y a même de l'évian comme en goutte d'eau. L'évian millésime là, avec les bouteilles spéciales. Ah oui, ouais, exact. Ouais. Ouais, mais tu sens qu'on essaie de te montrer que c'est une famille aisée, qui a l'air bien sous tout rapport, très heureuse, une petite fille très mignonne, tout ça. On t'induit en erreur, quoi. Voilà, on voit que la famille est dysfonctionnelle à la fin, mais au début, c'est tout blanc. Et puis vraiment, cette couleur blanche, je me demande, est-ce que ça a été fait exprès d'avoir du blanc partout pour montrer que... Enfin, le blanc, c'est la couleur la plus neutre, la plus pure, la plus... Enfin, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'ils ont fait exprès? Parce que dans ce film, à la fin, on se rend compte qu'ils allaient tout aller quelque part, mais bon. Ouais. Après, ouais, non, moi, ce qui m'a perturbée, c'est vraiment le moment où elle commence à poncer le... Oui, c'est là où tu te dis, en fait, oui, non, on est passé de l'accident au meurtre de sang-froid et complètement assumé et presque calculé, quoi. Franchement, ça n'a aucun sens d'en arriver là. Hein. Bah surtout, après, je suis toujours partagée parce qu'on le voit pas venir. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est mal dit ou est-ce que c'est fait exprès qu'on le voit pas venir pour créer la surprise? En fait, elle a toujours été comme ça et c'est ça peut-être qui manquerait. C'est peut-être aussi un plus de passer sur les personnages pour comprendre pourquoi ils en viendraient à ça. Elle, en l'occurrence, ça semble un peu gratuit, ouais. Ben c'est ça vraiment... Elle le dit, après elle dit quand j'ai appris que j'étais stérile, mon monde, le matin j'avais l'impression qu'il était disloqué, alors est-ce que dans sa tête, finalement elle était pas, à ce moment-là,
elle avait pas déjà commencé à être un peu, avec son univers disloqué justement, perdre un peu pied avec la réalité. Après on n'a pas les réponses, mais je trouve que la fin sauve un peu le début du film, mais il faut s'y accrocher quand même, parce que le début on comprend vraiment rien. On comprend vraiment rien. Ouais. Enfin, moi, malgré tout, ce film garde une place dans mon cœur et j'adore l'actrice principale qui joue toujours des personnages badass dans un sens ou dans l'autre. Là, elle joue un personnage quand même qui va dénoncer un réseau pédophile, qui va quand même confronter son beau-frère. Elle confronte les gens, elle va pas... Ouais, pour ça, il elle est cool. s'enfuit jamais. Elle est pas passive, ouais, complètement. Après, moi, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, je pense que j'ai envie de le revoir en ayant en tête tous ces éléments-là qui m'avaient un peu surprise et qui, pour certains, sortaient un peu de nulle part, pour revoir, comment c'est préparé, et du coup être moins dans la surprise et essayer de plus de trouver la logique que j'ai pas vue au premier visionnage, tu vois. Donc je pense que je le reverrai. Mais peut-être en meilleure qualité parce qu'il est beau, il y a des super images et tout, et en effet c'est très blanc, il y a des très belles choses, et je suis allée regarder un petit peu les critiques et tout, et quand il est sorti en Blu-ray, il y a beaucoup de sites qui disaient que c'était un très beau Blu-ray avec une très belle version française et des belles images. Je vous dis, moi j'ai vu une version un peu un peu pixelisée on dira, et je me dis, je vais peut-être passer aussi un peu à côté de quelque chose avec ça. Alors je dis peut-être une connerie parce que comme j'avais le Blu-ray en allemand et j'ai pas vu les informations, c'est les informations surtout des doubleurs allemands. Je crois que c'est Barbara Tissier, enfin c'est des doubleurs connus qui ont doublé la version française quand même, un doublage qui est très propre. Alors le doublage coréen c'est compliqué parce que la synchronisation labiale est compliquée parce que c'est pas une langue... c'est une langue très différente de la nôtre, mais pour le coup, le doublage est propre et c'est avec plaisir que je te prêterai le Blu-ray parce que malgré tout, même si c'est en allemand, il y a la VF, voilà, où il y a la version... On peut avoir les sous-titres en français, je pense. Donc je te le prêterai avec plaisir. De toute façon, je comprends pas plus l'allemand que le coréen, donc en vrai, que je regarde l'un ou l'autre. Mais ça aussi, c'était intéressant parce que moi, je suis pas très au fait du cinéma asiatique. J'en ai vu très très peu et je pense que ce que j'ai vu, c'était pas en VO et c'était de toute façon pas coréen. Et j'avais un peu peur de ça parce que je suis habituée à regarder les films en VO, mais du coup des films anglais où je mets pas les sous-titres en fait. J'ai pas ce truc où je vais regarder un film et où je vais lire des sous-titres. Et j'avais un peu peur d'être coupée aussi un peu dans mon visionnage du film parce qu'il fallait que je lise des sous-titres. Et en fait, je trouve que c'est vu que c'était une découverte aussi pour moi, ça allait avec toute la poésie du film, parce que je trouve que c'est une très belle langue, qui sonne extrêmement bien, qui est très poétique, et ça a été très facile au final, je le dis pour toutes les personnes qui écouteraient cet épisode, et qui ne regardent pas de cinéma asiatique en VO, parce qu'ils ont peur de la barrière de la langue, en fait, allez-y, parce que ça donne tout son charme à ce cinéma-là. Vraiment, je me dis... Je tenterai la VF pour tenter la VF, mais un film d'épouvante coréen dans les purs codes de l'épouvante, en tout cas moi ceux que je perçois, il faut le regarder en coréen. Honnêtement, pour avoir vu en japonais, en coréen, tout ça, c'est vrai que ça se sort pas. Ça laisse vraiment... on en profite pareil. C'est vrai que le sous-titre, des fois, ça oblige à rester concentré sur le sous-titre, mais on rate pas trop d'infos visuelles parce que ils sont enfin, l'horreur asiatique, c'est pas une horreur à la slasher et tout ça, il y a beaucoup de petits détails, beaucoup d'ombres, pas forcément d'infos, il n'y en a pas trop, mais il y a beaucoup d'ombres qui passent. Et puis c'est plus lent, t'as le temps de voir ce qu'on veut te montrer, quoi. C'est pas un truc, une image qu'on te montre en une seconde, t'as le temps de voir les choses, de les analyser. En plus, c'est très épuré, donc ouais, t'as pas un petit détail dans un miroir qui est tout au fond de la pièce, machin, et que tu dois à tout prix pas louper. A priori, on n'est pas là-dessus, quoi. Non, c'est vrai que souvent, c'est ce qu'il faut voir et ils nous le font voir, ou alors... Ouais. Ou alors le malaise est palpable, en tout cas il s'arrange pour que s'il y a une émotion à ressentir, genre le malaise de la petite qui embrasse son papa à pleine bouche, et on a tous fait devant l'écran en mode mais quoi? Au secours, ils ont vraiment tourné ça, quoi. Et le pire c'est que les personnages ont cette réaction aussi, genre quoi? Ah ouais, complètement. Après voilà, effectivement, je t'avais posé la question, c'est pour ça que je t'avais dit est-ce qu'il y a des trucs que tu peux absolument pas regarder, parce que ce soit dans Two Sisters ou dans Fawn, on a quand même... Et un de mes films d'horreur coréens préférés... Merci l'ordinateur. Un de mes films d'horreur coréens préférés, c'est Shutter. Il faut savoir que les Américains se sont jetés dessus et ont fait une adaptation dégueulasse. Donc Shutter en version américaine est disponible sur les streamings légaux. Il ne l'est pas
en coréen, et c'est dommage. Par contre, on a encore une fois, c'est comme dans Old Boy, c'est comme dans tous ces films, le genre coréen, ils vont très loin, et la résolution du film est très choquante. Et voilà, et le problème c'est que je le conseille, mais content warning, on va dire, Shutter, il y a du viol par exemple. Ah ouais, ouais. Là, il y a la gamine qui essaye d'embrasser son père, enfin, c'est un peu choquant. Et Ouais. dans Two Sisters dont on va parler, il y a l'évocation très claire de morts voilà, plus que suspectes. Voilà, là, par exemple, dans Faune, à la fin, il y a quand même une... Même s'il se suicide pas, c'est quand même une mise en scène de suicide. Voilà, c'est des choses qui peuvent choquer les gens quand même. Et malgré tout, même si c'est un cinéma où ils sont beaucoup dans la figuration, le fantôme, quand même, à chaque fois, il a eu une mort violente et injuste. Donc cette mort violente et injuste, souvent, malheureusement, elle est dans le passage où on voit ce qui arrive au fantôme. Souvent, c'est un passage qui est choquant. Il y a toujours un passage du film qui est choquant, c'est qu'est-ce qui est arrivé à la personne pour qu'elle devienne un fantôme vengeur, en fait. Parce que c'est un fantôme vengeur, en soi. Oui, c'est pas gratuit. C'est pas Ouais, il y a pas ce truc de c'est un fantôme donc il est méchant, il est là pour être malfaisant et puis et on va l'exorciser et tout va aller bien quoi. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que le fantôme il reste parce c'est une mort violente donc une mort violente ça se résout pas en un exorcisme ou parce qu'il se venge. Et moi j'aime bien cette idée-là de quelque chose qui perdure. C'est pas, on n'a pas ce côté qu'on peut avoir nous beaucoup à l'Occident, en Occident, de se dire il est là parce il y a quelque chose qu'il a pas accompli et on va l'aider à l'accomplir et il va repartir. Et moi, j'accroche pas forcément à cette idée. Et j'aime bien cette idée dans ce cinéma-là de un fantôme violent parce qu'une mort violente. Et puis c'est comme ça, comme il y a où je me dis les gens qui meurent normalement ou paisiblement, c'est des fantômes paisibles et on n'en entend jamais parler et ils posent jamais problème. Donc ça me semble, c'est une logique qui me plaît. c'est d'ailleurs ce qu'on voit il y a une série, comment elle s'appelle, non pas Black, Goblin qui est sortie en 2016-2017, où la nana elle voit des fantômes, en fait, c'est l'héroïne, elle voit des fantômes pour une raison qui est expliquée dans le scénario, et en fait les fantômes, elle les aide des fois à accomplir des choses et ils s'en vont. C'est très doux, c'est très à la sixième sens, etc. Mais c'est bien aussi des fois d'avoir un fantôme qui a la haine, et qui n'est pas non plus un démon comme on voit dans l'horreur occidentale. Alors moi je suis désolée, j'en peux plus des films bibliques où il y a un exorciste et où c'est Satan le méchant systématiquement. Moi j'en ai marre que Satan ce soit le méchant du film. Enfin, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir une personne qui a un passé, qui a une histoire, et justement, moi le problème c'est que je pleure devant ces films, à chaque fois je suis là, c'est trop triste ce qui lui arrive. Oui, parce que c'est un drame, c'est ce qu'on disait, c'est un vrai drame, quoi, vraiment, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est au-delà de l'épouvante, c'est pas que de l'épouvante. Il y a une vraie émotion qui est très bien distillée dans la musique, la façon dont c'est filmé, les couleurs, l'émotion, le choix du casting, c'est très complet. Ouais, et c'est justement, pour parler de drame familial, le sujet du deuxième film, The Tale of Two Sisters. Sans spoiler, avant même d'avoir le résumé, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film, ton impression générale du film? Sur l'histoire, j'en suis ressortie encore plus paumée que pour Faune. Il y a vraiment tout le dénouement, j'ai pas compris grand chose. Après, j'étais peut-être pas assez bien concentrée. Je l'ai regardé, j'étais malade, et je me dis peut-être que j'aurais dû le regarder en bonne forme pour être bien concentrée sur tout ce qui se passait. Mais en fait, j'adore les huis clos. Et c'est un vrai huis clos, et j'ai trouvé ça super intéressant. Il est très beau aussi, il est très poétique encore une fois. Il m'a fait plus peur que Faune. Il y a des choses quand je me suis couchée le soir, il y a des... En fait, moi, je suis très sensible, les films d'horreur, je suis sensible à tout ce qui est visuel et tout ce qui va être grincement, enfin, pas tous les sens, quoi, tu vois, et toutes les ombres, les passages entre les portes, les placards qui s'en trouvent dans la chambre, je suis très sensible à tous ces trucs-là. Et quand je me suis couchée, j'étais en boule. Il y avait pas un pied qui dépassait du lit, pas un bras qui dépassait du lit. Il m'a beaucoup plus marqué, alors que je l'ai moins compris, tu vois. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a... Le film, et on va en parler, il est plus compliqué à comprendre pour plein de raisons. Mais par contre, les moments qui sont censés faire peur sont plus... ils font... Là, pour le coup, c'est vraiment des détails, et puis même le décor en lui-même a été calculé, je pense, pour faire méga peur. Ouais. Honnêtement, on va pas se mentir, il m'a...
Rien que la maison où se passe le film est flippante. Ouais. Mais un huis clos, en fait... Ouais, mais en fait, c'est quand tu fais un huis clos, si tu le fais bien et que tu reprends les bons codes, il y a peu de chances que ça loupe, quoi. Et moi, je trouve que c'est un bon huis clos malgré tout. Et il vieillit quand même beaucoup mieux que Faune. Ils ont juste 1 an de différence. Je crois que Faune, j'avais vu, c'était 2002 et celui-là, c'est 2003. Et vu qu'il n'y a pas ce côté où l'histoire est liée à une technologie qui aujourd'hui est dépassée, il est pas du tout daté, en fait. J'ai pas eu l'impression qu'il était aussi vieux que l'autre. Ouais, c'est ça. Il a été bien plus... Bon, le PC a arrêté de ventiler en 2 secondes. Et il a été vraiment plus propre, même au niveau... Mais il y a pas de téléphone. Les seuls coups de téléphone qui passent, on s'en fout de sur quoi ils sont passés. D'ailleurs, dans Phone, les seuls moments où elle passe des coups de téléphone fixes, c'est des téléphones avec dans la maison de sa sœur, là, avec les claviers qui tournent, là. Ouais. On voit plus, nous, depuis les années 70-80, quoi. Ah ouais, c'est clair. Ça fait même pas peur, on se dit, mais c'est normal que ton téléphone il fonctionne pas et que t'arrives pas à passer des appels, il est peut-être même pas branché, quoi. Va chercher le... Il y a plus de ligne téléphonique. Ah là, c'est surtout ça, en fait, il est pas branché ton téléphone, alors que là, il y a rien comment dire, ça pourrait se passer maintenant, du coup, et ça pourrait faire aussi peur, parce que tout pourrait se passer maintenant. On peut le sortir du temps, ce film Tale of Two Sisters. Ouais, complètement. Parce qu'il y a un côté très maison de campagne, donc même dans les vêtements, ou en fait même l'équipement technologique. Moi, ma grand-mère, sa maison de campagne, même encore juste il y a encore quelques années, c'était comme ça, parce qu'une maison de campagne, tu l'équipes pas de la dernière technologie si tu passes un peu de temps. Et moi, elle m'évoquait un peu ça. Et du coup, même dans les vêtements, t'as pas l'impression... tu te dis, oui, bah voilà, c'est une petite maison un peu hors du temps, et ça te choque pas que ce soit pas dans les codes d'aujourd'hui. Il pourrait ressortir tel quel, quoi. Ouais, les sujets qui sont abordés sont des sujets qui pourraient encore être abordés maintenant. Enfin, il y a l'histoire. L'histoire, pour les gens qui ne l'ont pas vu et qui voudraient potentiellement le voir, c'est l'histoire de 2 sœurs. De 2 sœurs. Donc, on a Sumi et Suyeon. C'est souvent que les frères et sœurs en coréen, les noms sont souvent en 2 syllabes et que la première syllabe est en commun, en fait. Donc, on a Sumi et Suyeon. Qui sont en vacances chez papa et belle-maman. Et belle-maman est vraiment pas sympa, au point de battre sa sœur et de l'enfermer dans un placard, et quand le père, visiblement, a l'air totalement absent, totalement imperméable à la situation. Donc ça, c'est la partie qui ne spoile pas. Donc, je vais maintenant, spoiler l'histoire et vous la raconter plus en détail. Donc, sans spoiler, toi, qu'est-ce que t'as pensé vraiment de l'histoire en elle-même ? Je l'ai trouvé... C'est marrant parce qu'avec du recul, je la trouve plus simple, moins alambiquée que pour Faune. Et pourtant, la révélation a été moins évidente pour moi. Je sais pas. Et alors que moi, mes premières notes sur le début du film, c'est le début est long en termes de rythme, mais au moins c'est clair en termes de chronologie. Et en fait, à un moment donné, c'est plus clair du tout. J'ai plus compris ce qui se passait. Mais en fait, dans ce film, j'ai eu beaucoup moins de mal à le résumer, parce que pour le coup, je peux le résumer. Voilà, donc là, je vais spoiler. Sa sœur se fait battre, tant et plus, et à un moment donné du film, son père lui dit « Mais arrête, ta sœur est morte. » Ah, merde. Et donc tout ce qui se passe dans sa tête avec sa sœur, en fait, c'est dans sa tête où c'est un fantôme, on n'est plus sûr de rien. Ouais, c'est ça. Et on se rend compte qu'en fait, c'est dans sa tête, et là on se souvient d'une scène qu'on a totalement oubliée, qui est la première scène du film, où Suyeon, non pas Suyeon, je la confonds, si tout à fait, non, c'est Sumi. Ah, je t'avoue, Sumi c'est la grande et Suyeon c'est la petite, alors. Et Sumi est à l'hôpital psychiatrique et on lui dit « Mais vous vous souvenez qui vous êtes ? Vous vous souvenez ce qui se passe ?» Et on se souvient, vers la fin du film, quand son père lui dit « Mais en fait, ta sœur est morte » et qu'on commence à avoir des scènes qu'en fait, on pensait qu'elle était avec sa sœur, en fait, elle les a vécues seules, c'est très bizarre, et on se dit « En fait, tout était dans sa tête. » Elle parlait à sa sœur qui était pas là, et en fait, on se rend compte que elle a peut-être une maladie mentale,
et qu'elle est dans le déni que sa sœur est morte, et on se dit « Ah, en fait, c'est pas un film de fantôme, c'est un film sur la maladie mentale, c'est très fort. » Et on a encore cette belle-mère qui la massacre dans la maison, et en fait, on se rend compte que sa belle-mère arrive à ce moment-là, et que toutes les scènes avec sa belle-mère, et ben en fait, c'était elle. Et donc, en fait, encore plus loin, sa sœur et sa belle-mère, c'était dans sa tête, et qu'elle a vraiment un trouble de la personnalité. On se dit « Mais c'est pas du tout un film de fantôme. » Elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique, où elle est avec sa belle-mère contre qui elle en a quand même. Elle est vraiment dans l'agression face à sa belle-mère. On se dit mais qu'est-ce qu'elle a ? En fait sa belle-mère elle est gentille et tout. Et là, peut-être que tout ce qui s'est passé dans sa tête, que sa mère, il l'a quittée pour cette personne qui visiblement travaillait avec lui, c'était peut-être une infirmière parce que lui il est médecin, etc. On se dit peut-être que tout ça elle l'a inventé aussi, on ne sait plus. Et on en arrive au moment où la belle-mère rentre à la maison et elle se fait tuer par un fantôme. Et en fait, là, c'est ça, et c'est là qu'on commence à avoir la chronologie. Et là, du coup, qu'est-ce que toi, l'histoire, à ce moment-là, est-ce que t'as un peu compris ou pas, ou à ce moment-là, où c'était encore flou ? Parce que moi, c'est vrai que la première fois, j'ai eu du mal. Alors moi, je me suis dit, c'est super intéressant ce côté où, en effet, la grande sœur, tu la vois reprendre des cachets, et où t'es perdu entre qu'est-ce qu'elle a imaginé, et en même temps, moi, j'étais là pour voir un film d'épouvante, et je me dis, est-ce que c'est vraiment juste l'histoire d'une fille qui a des troubles psychotiques et des hallucinations, et qui a pas pris ses cachets, ou où ses troubles se sont aggravés, ou est-ce qu'il y a quand même pas une petite part de est-ce que sa sœur, c'est pas aussi un peu un fantôme, est-ce que des fois, c'est pas qu'une hallucination ? J'étais un peu... Du coup, je savais plus trop où me positionner. Et en plus, je trouve que le personnage de la belle-mère est tellement bien présenté et tellement crédible en méchante belle-mère que j'ai pas réussi à me décrocher de ça, en fait. De me dire, ah ouais, mais non, en fait, elle est pas méchante. C'est juste que l'histoire nous a été racontée d'un point de vue qui est complètement erroné, quoi. En fait, j'ai écrit cette phrase, on est pris entre les démons intérieurs de Sumi et les démons qui habitent vraiment la maison, enfin les fantômes en fait. Et c'est ça qui est dur à comprendre à la fin, et à la fin on comprend que les deux fantômes ils sont clairement identifiés, il y a deux fantômes différents dans la maison, et on les identifie vraiment que à la fin, vraiment quand on sait ce qui s'est vraiment passé dans la maison, qu'on comprend qui sont ces deux fantômes, et les scènes qu'elle s'est imaginées en fait, on comprend que c'est des scènes qui ont eu lieu dans la réalité, et qu'elle revit en boucle, et qu'elle déforme, en fait. Ouais. Et j'ai revu le film, en fait, et j'ai réussi un peu à comprendre quelle scène c'était du fantôme et quelle scène c'était quand elle revivait la réalité. Parce que ce qui s'est passé, c'est que effectivement, papa, il s'est mis avec une femme plus jeune que leur mère, mais leur mère était encore vivante. Elle vivait encore à la maison. On voit une scène terrible où il y a la maman et les deux ados, ou pré-ados, et qui voit arriver papa en mode youpi, limite lune de miel avec sa maîtresse ou sa nouvelle femme, on sait pas trop. À ce moment-là, il y a la famille, mais j'ai pas compris la famille de qui était à la maison. Il y a le frère de l'oncle des petites, donc j'imagine le frère du père, avec Tata qui a l'air d'être épileptique, et qui sont tous dans la maison. Et à ce moment-là, donc c'est Soo-yeon qui va dans la chambre, elle ouvre son placard, et elle trouve sa mère qui s'est pendue, et en voulant décrocher sa mère, le placard lui tombe dessus. Tout le monde entend un grand bruit, et c'est belle maman qui va voir. Elle trouve la gamine, et pour une raison que j'ignore, elle sort de la chambre, et quand elle croise Sumi, qui lui balance une réflexion au visage, elle décide de lui dire « Tu vas regretter ce moment » et de ne rien dire à personne. Donc la gamine meurt, écrasée sous un placard. Ah ouais, elle est terrible cette scène. Elle dure en plus. Hein. Ouais, sous le corps de sa mère qui s'est pendue. Donc c'est vraiment une scène horrible. Et en fait, à ce moment-là, on revoit des scènes où elle entend sa sœur qui se fait battre et enfermer dans le placard par sa belle-mère, donc des scènes qui n'ont pas existé, et où elle va la voir et lui dit « Désolée, je t'ai pas entendu ». Et en fait, on comprend plus tard que c'est qu'elle a pas entendu sa sœur dans le placard au moment où elle est morte, et qu'elle s'en veut de ça. Ouais. Et qu'elle a tout projeté sur sa belle-mère, parce que effectivement sa belle-mère elle a dit à personne ce qu'elle a vu, et donc elle a pas pu sauver sa sœur. Et donc tout ça, en fait, toutes ces projections, ça, c'est des scènes effectivement qu'elle revit et qui sont pas vraies. Par contre, il y a des scènes où il y a vraiment le fantôme. Par exemple, il y a une scène où elle se réveille la nuit
ou la journée, et elle voit un fantôme dans sa chambre qui a les cheveux très longs. Et je pense que c'est le fantôme de sa mère. Qui se met au-dessus de son lit. C'est ça que j'ai trouvé très fort aussi, c'est qu'il y a des scènes d'épouvante de jour. Et c'est... alors en tout cas, dans le cinéma occidental, d'épouvante et d'horreur occidentale, les scènes d'horreur, elles sont très très rarement de jour. Et quand il y a des films qui arrivent à faire des films d'horreur de jour, et je pense à genre à Midsommar ou ce genre de choses, on en parle parce que c'est de jour. Et là, en effet, dans ce film-là, moi j'ai été terrorisée par la première fois où la gamine est dans la chambre, au pied du lit, et aussi par cette scène où il fait jour, quoi. En plus, c'est tout blanc, le soleil à travers les rideaux blancs, la chambre, elle est baignée de blanc, et t'as ce fantôme. Du coup, on voit hyper bien visuellement, je trouve que c'est très très réussi. Ouais, parce que en plus, enfin, on la voit, elle la regarde, cette scène est très longue parce qu'elle est dans son lit, elle est terrifiée, elle ose pas bouger, elle est là, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et elle bouge pas, et bouge pas parce que je pense qu'elle est terrorisée, comme quand on fait, ou peut-être qu'elle fait une paralysie du sommeil, on sait pas, elle est là, elle regarde ce truc, elle sait pas quoi faire, ce fantôme est au-dessus d'elle, littéralement debout, au-dessus d'elle dans le lit, quoi, les jambes écartées, elle est sous le fantôme, et tu te dis, oh là là, mais quelle horreur, tu t'imagines à sa place, tu te dis, mais putain, putain. Et il y a une autre scène où on est sûr que c'est un fantôme, c'est sûr à 100%, c'est le fantôme de sa sœur. Il y a deux fantômes, il y a un fantôme qui a les cheveux très très longs et qui est en robe blanche, je pense que c'est le fantôme de sa mère qui s'est pendu parce qu'elle a le cou un peu de côté. C'est ce que j'allais et dire, à un moment, il y a un repas de famille et tout, où la belle-mère pète complètement les plombs, et on sait plus tard qu'en fait c'est Soubi qui a complètement vrillé pendant le repas à raconter des trucs et des machins qui met tout le monde mal à l'aise, et sa tante fait une crise d'épilepsie, et elle dit après qu'elle a vu quelque chose dans la cuisine. Et à ce moment-là, elle voit un truc sous un meuble de la cuisine. Et c'est un fantôme tout lacéré avec les cheveux courts. Ouais. Donc on est assez convaincu que c'est Soo-yeon parce qu'elle avait les cheveux courts et qu'elle est morte toute lacérée et tout ça. Et en fait, donc on se rend compte qu'il y a vraiment des moments où on voit les fantômes dans la maison. Et c'est dur des fois de faire le tri entre le moment où c'était fantôme, le moment où peut-être qu'elle parle au fantôme de sa sœur, on n'en sait rien effectivement, parce que peut-être qu'elle voit vraiment le fantôme. Malgré tout, elle se prend quand même pour sa belle-mère. Il y a des moments où elle joue le personnage de sa belle-mère, où elle joue son personnage, qu'elle s'en veut et tout ça. Et on s'en rend un peu compte parce que dans le film, il y a un truc qui m'a beaucoup stressée, c'est que son père ne s'adresse jamais à sa sœur. Ni vraiment à sa belle-mère, mais c'est parce qu'en fait, ils étaient pas là. C'est un peu le plot twist à la Sixième Sens et tout ça, et j'avais trouvé ça très bien fait en fait. Oui, c'est la question que je me suis posée quand il lui dit mais ta sœur est morte. J'ai essayé de me refaire l'heure ou l'heure et demie de film que j'avais regardé en me disant mais oui, en fait, il lui parle. Après, il est pas trop présent, et moi, les quelques fois où j'ai noté sa présence, c'est parce qu'il dit à sa femme, ou en tout cas à la belle-mère, qu'il faut qu'elle débarrasse ou je sais pas quoi. Donc, je me suis dit bon d'accord. Petit point patriarcat, mais en effet, il lui parle pas. Ouais, c'est vraiment comme ce qu'a fait Sixième Sens des années plus tard, quoi. Et c'est un truc fou. Moi j'ai vu ce film avant d'avoir vu Sixième Sens, mais avant d'avoir vu Sixième Sens, j'avais lu un chair de boule qui s'appelait Le fantôme d'à côté, donc j'avais un peu déjà vu cette mécanique du personnage à qui on ne parle jamais, et on se rend compte à la fin que c'est parce que c'est un fantôme que personne lui adresse jamais la parole. Mais bref, on a vraiment deux plot twists. Le ta sœur est morte, oh mon dieu, mais en fait elle est complètement perdue pied avec la réalité. Et le deuxième plot twist où la belle-mère revient dans la maison et qu'elle se fait tuer par un fantôme qui est dans le placard, où là on se dit non, en fait c'est que... c'est que voilà, elle est... en fait, il y avait vraiment un fantôme. Et moi, j'avais bien aimé ce film parce que il y a un drame familial, mais les trucs qui font peur, des fois, c'est terrible parce que il y a une scène qui fait un peu peur où il y a un placard qui s'ouvre un peu au ralenti. Et moi, la personne qui était à côté de moi, donc Joe, il me dit mais ils avaient pas le WD-40 en 2003. C'est pas que ça m'a sorti du film, mais c'est vrai que ça a totalement dédramatisé la scène. Moi, il y a des scènes aussi, c'est qu'il y a un moment où en fait elle a sa sœur a ses règles, et la belle-mère dit tiens on a nos règles en même temps, et là c'est qu'en fait il y avait qu'une personne dans la maison, c'est pour ça que tout le monde avait ses règles en même temps, mais elle ouvre le placard et il y a 3 serviettes différentes, et il y en a mais 4-5 paquets, enfin il y a genre 40 serviettes hygiéniques dans le placard. Donc quand j'ai mes règles, à l'époque où je mettais encore des serviettes, j'avais 1 ou 2 serviettes d'avance, ou 1 ou 2 tampons. Oui, c'est ça. Toujours la panique d'aller acheter un paquet. Elle en a 12 paquets d'avance, j'étais là waouh, impressionnant. Ça n'a rien à voir avec le film, mais ça m'a beaucoup... C'est un indice, c'est forcément un indice. Et par contre, il y a un sens du détail, c'est quand elle se réveille dans le lit, elle a bavé sur l'oreiller. Pareil, c'est Jo à côté qui me dit t'as vu, elle a bavé. Ah, j'ai pas fait attention, ouais.
Ouais, moi non plus, tout le monde honnêtement. Il me bave. dit, ah, t'as vu, elle a bavé sur l'oreiller. Je dis, ah, oui, c'est quand t'es dedans. Mais ouais, il y a un sens du détail. Et puis cette maison, et c'est la maison un peu, c'est chez mamie, quoi. C'est décoré très Ouais, lourd avec beaucoup de fleurs. Mais d'un côté, c'est une maison qui peut exister. Voilà, c'est comme tu disais. C'est ouais, la c'est maison, la maison de nos moi, grands-parents, quoi, ouais, complètement. Figée dans avec le le temps. papier peint fleuri. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui fait peur, c'est que nous, quand on était petits et quand on entendait le plancher grincer, ça nous faisait peur. Le placard qui s'entrouvre parce que le bois, il a gonflé, bah, ça nous fait peur. Ouais, les grandes armoires en bois comme ça, moi, c'est typiquement ce qu'il y avait dans la maison de campagne de ma grand-mère, qui était coupée du monde, coupée de la technologie. On avait 3 chaînes à la télé, des bruits que tu connais pas, des trucs qui s'ouvrent, le vent qui siffle. Là, y a pas trop, ça joue pas trop là-dessus, mais je pense que ça m'a aussi un peu reprojeté là-dedans, en effet. Mais c'est marrant parce que ça fait les mécaniques de la peur sont pas du tout les mêmes que Faune, parce que Faune, on est vraiment sur un truc très psychologique et très malaisant, plus que sur des images qui vont faire peur, alors que là, c'est l'inverse, en fait. C'est vraiment la présence du fantôme, où t'as envie un peu de te cacher derrière ton coussin ou ton oreiller ou ton plaid, à te dire, ah putain, ça y est, elle va revenir sur le lit, on va la revoir, quoi. Ouais, surtout qu'elle fait de mal à personne. Enfin, vraiment, Ouais, on se dit, mais c'est quoi ce fantôme qui regarde, qui est sous le truc, qui observe et c'est quand la belle-mère revient seule dans la maison que là, elle revient dans la chambre et que là, il la tue. Et on se dit, bah, ok. On se dit, en fait, elle attendait juste la belle-mère parce que quand la sœur est toute seule à la maison, même que le père il revient et tout, ils ont des occasions. Il ouais, se passe rien. Jamais. Et c'est quand la belle-mère revient toute seule à la maison en mode limite un sourire en coin de s'être débarrassée de sa belle-fille. Parce que mine de rien, elle est bienveillante quand il y a papa dans la pièce, mais quand il n'y a pas papa dans la pièce, on sent qu'elle est beaucoup moins sympa, beaucoup moins tactile, beaucoup moins prévenante, hein. c'est ça. Ouais, complètement. Elle a l'air saoulée, elle a l'air grave saoulée dans la voiture de retour de l'hôpital psychiatrique en mode ouais, elle m'a mal parlé. Enfin, genre, elle dit rien, mais elle fait la gueule. C'est vrai. C'est assez évident, ouais. Et, euh, et elle revient, et là elle se fait tuer, et là on se dit, bah les fantômes ils étaient pas menaçants, mais ils étaient ultra flippants. Alors qu'à l'inverse, dans Faune, comme tu dis, ils font pas peur, mais par contre, elle aligne les gens, enfin, tant que l'autre elle a pas récupéré le numéro, elle tue tous les propriétaires du numéro, elle tue le mec qui essaye d'agresser Ji-won, elle laisse mourir le beau-frère, elle tue Ouais, la sœur, enfin, ouais, elle s'en fout un peu quoi. ouais. Il y a des dommages collatéraux, il y en a. Là, par contre, les fantômes, ils attendent juste que belle-maman revienne, et c'est le fantôme aux cheveux longs, je crois bien, qui tue la belle-mère, donc le fantôme de la mère. C'est même pas le Oui, fantôme de la fille qui a l'air ultra comme Soo-yeon, en fait, qui est un personnage qui a l'air d'être un petit animal mignon. Enfin, elle arrive à la maison, elle mange des petits fruits, elle embête personne, elle dit rien, elle a un comportement un petit peu étrange, un petit peu craintif, mais elle a l'air juste gentille, quoi. Enfin, on sent que même dans la mort, elle fait de mal à personne, alors que la mère, elle venge sa petite, je pense, et puis elle se oui, venge c'est peut-être ça. elle. Ouais, ouais, là on est vraiment sur un fantôme vengeur, ouais. Mais bon, j'irai pas dans cette maison passer des vacances, ça c'est sûr. Mais ouais, et puis par contre, là, pour le coup, ça me perturbait un peu parce que l'acteur qui joue le papa, Bae Moo-yeon, on n'entend jamais parler de son nom à Mm, d'autres moments du film. C'est un mm. acteur qui est un petit peu connu, enfin, je sais pas trop de mémoire, j'aurais pas pu dire dans quoi d'autre il avait joué, mais il joue beaucoup des personnages importants et des papas dans les autres films. Kim Kap-soo, il joue dans des dramas jusqu'en 2020. Enfin, là, en 2020, il a déjà fait 4 dramas, dont Ah oui, Hospital Playlist qui est disponible sur Netflix. Enfin, donc des trucs quand même qui sont sur The Key To, enfin, Divorce Lawyer in Love. Il joue beaucoup des seconds rôles, mais enfin, il en a fait tellement, la liste, je la lirai même pas, quoi. Il y a au moins 40-50 dramas. Quant au film, jusque 2020, 2017, 2015, il en fait tous les ans, tous les 2 ans. Donc c'est un acteur qui est quand même assez énorme comparé aux acteurs qui n'ont pas forcément fait des trucs ailleurs. ouais. La belle-mère, pareil, elle a joué dans je sais pas combien de dramas depuis 90. Et elle joue dans des films, elle a même des films programmés en 2021. Ah Un oui. film qui s'appelle donc Alien, je sais pas de quoi il parlera, mais, Ah, mais elle joue, c'est une on actrice verra. qui a une carrière énorme. Et pareil, les sœurs, enfin, elles ont une filmographie, il suffit d'aller voir sur Dramalist et tout, enfin, c'est des filmographies énormes.
énorme jusqu'en 2019, 2020. Et enfin, la petite sœur, elle a joué, et pareil, dans des dizaines de films, de jeux télé et tout. Donc autant Fawn, à part les 2 héroïnes, on a on a tout le monde qui a pas trop fait une carrière. Les gens qui ont joué aussi dans Tale of Two Sisters, on sent que c'est des acteurs... Enfin, les 4 principaux, ils ont joué dans énormément, et encore maintenant, c'est-à-dire ils ont tous une filmographie qui va jusqu'en 2020. Que ce soit séries télé, émissions et tout ça. Donc c'est des acteurs... moi, à chaque fois, je me dis, sa tête me dit quelque chose, mais c'est normal, en fait, les 4, c'est des gros noms, en fait, en Corée. Encore c'est impressionnant. Donc, donc même le réalisateur, c'est vrai que c'est aussi rigolo, entre guillemets, de comparer les deux, parce que Fawn, il fait plus téléfilm, au final. Ouais, complètement. Que Tale of Two Sisters, je pense qu'il était plus étudié pour le cinéma, avec un décor qui était extrêmement soigné, la chambre de la petite sœur avec des petites poupées et des clowns. Ouais. Voilà, lequel t'as préféré entre les deux? Honnêtement, aller voir la première fois, j'avais préféré Fawn, mais là, aller voir maintenant, j'avais préféré Tale of Two Sisters, parce que j'avais... Comment dire, même si les débuts sont très lents pour les deux, je m'étais plus accrochée avec les personnages, j'avais plus envie de savoir ce qui s'était passé, il m'a fait plus peur, et le décor était extrêmement soigné, donc il y avait toujours un truc à regarder et tout, il m'a plus accrochée, je trouve. Et toi ? Ouais, pareil, et pourtant, tu vois, c'est marrant, parce qu'en intro, je disais que j'avais été plus perdue dans la révélation de l'histoire et des mécaniques et tout, et pour autant, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué, parce que, comme tu dis, Fawn, il a un côté un peu téléfilm, un peu daté, téléphone à clapet, machin, et que le 2 est peut-être, et que le deuxième est peut-être un peu plus travaillé, un peu plus recherché visuellement, je sais pas, il m'évoque plus de sympathie et d'envie de me replonger dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance du film, de toute façon. Ouais, c'était ça, il a l'air plus travaillé. En fait, le premier, vraiment, je le verrais sur M6 à 14h30. Ouais. C'est bête, hein, mais... Et celui-là, non, il m'a inspiré, ouais, plus... Je sais pas, même l'affiche, Fawn, en fait, l'affiche, on voit l'œil, un peu, la moitié du visage de l'héroïne, un petit peu sur un fond noir très sombre qui évoque une ruelle, alors que Tale of Two Sisters, c'est une photo de famille, avec les sœurs dans des robes blanches à moitié mortes, recouvertes de sang sur le canapé. Donc Elle est rien belle, que cette l'affiche, elle affiche, attire ouais. plus l'œil. On voit qu'elle a été travaillée, et on voit déjà qu'elle appelle au drame familial. On sent que c'est une famille dysfonctionnelle dès le début. Alors que Fawn, on dirait un thriller, on dirait que c'est une affiche de thriller, en fait, ce que c'est, dans un sens, mais ça fait vraiment l'affiche du thriller, entre guillemets, basique, en tout cas au niveau de l'affiche. Complètement. Après, je sens que les copains de Claque Podcast, notamment Thierry, auraient peut-être des choses à redire, parce que sont des appréciateurs du cinéma coréen. Oui, en plus, vous en aviez un peu parlé quand tu les avais invités avec Audrey, Herculea. Ils ont été cités, ces 2 films-là, dans tous les films dont vous aviez parlé. Ouais, ils avaient été cités, effectivement. Parce que c'est des films qui sont un peu connus quand on s'intéresse au cinéma du genre un peu horreur asiatique. Même si mon film préféré, ça reste Shutter, pour beaucoup de raisons, parce que... Il a moins les écueils dont on a parlé pour ces 2 films, mais il a quand même tout le côté terrifiant. Dans Shutter, le héros, en fait, il est photographe. Et il y a une scène qui m'avait terrorisée, et qui me terrorise encore quand j'y pense maintenant, et qui terrorise même quand on regarde le film, c'est que c'est vers le début, il est en train de développer des photos, et il y a sa copine dans le salon. Il développe des photos, il y a une petite frayeur, et puis là, son téléphone sonne, il va décrocher, et c'est sa copine qui lui dit « Je suis sur le chemin, j'arrive ». Et là, on est là, mais il est quoi dans son salon? Et c'est vraiment le moment où tu dis « Merde !» Quand son téléphone sonne et qu'elle lui dit « J'arrive », et là, on se dit oh, « Mais elle était dans le salon, en fait, il y a 10 minutes ». Et moi, c'est le genre de truc qui me terrifie, vraiment, et qu'on retrouve un petit peu dans The Tale of Two Sisters. Il y a une scène, justement, où après que la tante elle ait fait sa crise d'épilepsie, le personnage qu'on pense être la belle-mère regarde sous le meuble, et derrière elle, on voit quelqu'un assis sur la chaise. Elle se redresse, il n'y a personne sur la chaise, et elle se retourne, il y a quelqu'un sur la chaise. Et là,
Ah ouais, C'est moi un passage, c'est pareil, ouais, du c'est coin le de l'œil, truc t'es qui là, marche sur oulala. moi. Ouais, c'est clair. Parce que tout le monde a ce truc où des fois t'as l'impression de voir un truc bouger dans le coin de ton œil et c'est peut-être juste une ombre, un truc qui passe sur ton œil, tu sais pas, un changement de lumière et moi j'ai ça. Après King a dit un truc très juste, c'est que pour lui son imagination c'est le pire des fardeaux parce que tout le temps il est en train d'imaginer des monstres, des créatures, des événements dramatiques et tout. Et moi j'ai un peu ce truc-là qui m'handicape pas au quotidien, mais où en effet un changement de lumière, un bruit, un truc comme ça, je vais forcément penser plus ou moins consciemment et plus ou moins sérieusement à un truc comme ça. Et moi, tu me mets des scènes comme ça dans un film, ça me terrorise parce que je m'y identifie trop, quoi. Et je me dis, moi, je suis la personne qui, quand elle se lève la nuit et qu'elle va aux toilettes, ne regarde pas dans le miroir de la salle de bain parce que je suis traumatisée par toutes les scènes de, il y a quelque chose dans le miroir derrière toi, quoi. Et que quand tu te retournes, tu le vois pas, et que tu regardes dans le miroir, en fait, il est quand même derrière toi. Donc ça me parle complètement. Ben ouais, pareil, mon imagination, elle me joue des tours tout le temps et Ah je ouais. travaille de nuit. Là, je suis en Ah train de oui. travailler sur un truc justement où je raconte un peu des trucs qui me sont arrivés la nuit et tout ça, donc on en reparlera. Mais c'est sûr que travailler de nuit, moi j'ai tout le temps mon imagination, je suis censée entendre tout ce qui se passe dans les chambres. Ah ouais. Et j'ai toujours, moi, c'est des fois pas des hallucinations, mais j'entends un bruit. Et en Mais fait, oui. c'était juste la machine à glaçons, voilà, du couloir. Mais on sursaute, on se dit mais qu'est-ce que c'est? On voit une ombre, en fait, c'était juste l'ambulance qui reflétait sur la vitre. Mais c'est très dur des fois comment? En plus, des fois, il y a des personnes âgées dans ces services. Moi, c'est le truc qui me terrifie, c'est qu'ils crient quand on n'est pas dans la chambre, et quand on y rentre, ils crient plus. Donc on entend des hurlements, on a l'impression qu'on est en train de les égorger, on rentre dans la chambre, il n'y a plus de bruit, et là l'imagination elle est là, oh mon dieu, ça se trouve c'était pas lui, ça se trouve. Et c'est des trucs, Angoisse. au début ça me faisait trop peur. Et j'ai lu un livre de Oliver Sacks. Oliver Sacks c'était un neurologue qui raconte beaucoup ce qu'il a eu en consultation. Il a écrit L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui parle des troubles liés voilà, suite à des AVC, etc. Il raconte beaucoup ses consultations, et je me souviens il a écrit un livre spécifiquement sur les hallucinations. Ces livres sont très intéressants et ça permet un peu de relativiser, où il raconte que notre cerveau, il est étudié pour ça en fait. Quand il rentre dans une pièce, qu'il voit un bout d'ombre sur une chaise, il est étudié pour compléter cette ombre en fait de façon rationnelle. Sauf que Oui, comme nous, les formes dans les si de... nuages un petit peu. Voilà, sauf que quand de façon rationnelle il a décidé que ça avait une forme humaine, ben nous on a peur tout de suite, on sursaute, on se dit qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu, et en fait que notre cerveau des fois il bug aussi, un genre de brain fart, c'est que des fois on entend notre nom, on entend une sonnerie de téléphone qui n'existe pas en fait, et il explique beaucoup ces processus du cerveau Mm. qui, couplés à notre imagination, nous font des terreurs terribles. Enfin, alors que c'est juste notre imagination couplée à notre cerveau qui fait un peu que ce qu'il veut, et que Ouais, il met en lien l'œil, l'oreille et puis son imagination, et qui fait son histoire tout seul. c'est ça. Ce n'est pas un puzzle. Des fois, on voit des choses, petit cerveau, calme-toi. Des fois, on a envie qu'il complète pas. Ouais, mais toi comme moi, je pense qu'on en avait déjà parlé en plus sur Twitter, il me semble. Je pense que ça complète malgré nous et qu'on est mal barré pour que ça arrête de compléter, là. J'ai une copine qui a dit un truc très juste, elle m'a dit c'est pour ça que j'ai un chat aussi, parce que dès qu'il y a un bruit bizarre, je pars du principe que c'est mon chat. Elle me dit ça enlève une partie de mes terreurs. Le plancher qui craque, c'est mon chat. Un placard qui s'ouvre, c'est mon chat. Moi, Bruit je à la con, pourrais c'est mon pas, chat. parce que je vois le chat de ma sœur, il se tape des phases où il fixe un truc dans le vide. Et je me dis, ça non, moi je me retrouve toute seule avec un chat chez moi de nuit et il fixe un truc dans le vide, je suis pas bien. Je préfère être toute seule en fait. Je préfère, s'il y a des trucs et que je suis la seule à pas les voir, et ben je préfère ne pas me rendre compte que mon chat il voit quelque chose que moi je vois pas, tu vois. Oui, c'est ça, elle m'en parlait. Elle me disait ça, par contre, c'est les moments flippants du chat. Mais elle me dit, dès que Ah j'entends ouais, un bruit à la con, je le mets sur le compte de mon oui, chat. Mon chat représente tout ce que je ne peux pas expliquer. Mais le problème, ouais. c'est qu'un jour, j'ai lu une nouvelle de King. C'était Ah, un petit recueil de nouvelles, je me souviens pas. Et il y a des insectes dans les murs, en fait. Et la nouvelle ah est oui. très bien écrite, en fait. Plus ça va dans la nouvelle, plus il décrit des sensations, des bruits et tout ça, ce qui fait qu'en le lisant, plus ça va, plus on a l'impression d'entendre les bruits nous-mêmes. Mm. Sauf qu'évidemment, je l'ai lu, j'étais seule chez moi. Il n'y avait pas de bruit. Et j'avais l'impression de les entendre, ces bruits. J'étais là, j'entends des bruits chez moi. C'est bien le souci, c'est que King, en plus, et tous ses auteurs, Ouais, ils savent travailler il joue bien sur ces les, peurs-là, ouais, c'est clair. nos instincts et ce qu'on entend, ce qu'on voit, et créer même des images dans notre tête. Mm.
Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, comme on a fini de parler des films, j'en profite, toi qui connais un peu l'horreur, qui connais un peu King, est-ce que toi t'as des recommandations par exemple à faire sur tous ces sujets, ou même une recommandation d'un truc que t'as aimé récemment, hein, mais c'est des Euh, recommandations un peu flippantes. Moi, j'ai une reco d'auteur, qui n'est pas King, évidemment. En fait, en France, on a toujours un peu boudé le genre de l'horreur. Moi, c'est pas un genre que je recherche forcément. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire. Et vu que, comme je disais, je suis très sensible aux images, je regarde moins les films d'horreur. Et il y a un auteur, depuis quelques années quand même déjà, qui est un auteur français, qui est excellent dans le genre. Et je trouve on n'en parle pas assez, parce que quand on cherche un auteur de genre français, on va souvent tomber sur Maxime Chatham. Et Maxime Chatham, il est plus dans la fable et il est moins dans l'horreur pure et dure, un peu. Enfin, après, ça dépend des romans, ça dépend des passages de romans. Et moi, j'accroche moins à ce qu'il écrit. Et il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Sir Cédric, qui est un auteur d'horreur, qui fait des livres pas trop gros en plus, donc si on est un peu effrayé par King et par ces trucs de 800 pages, là on n'est pas du tout là-dedans. Et Sir Cédric, en fait, il fait des livres qui sont à la fois, il y a des fois un peu de l'enquête policière, donc on va trouver une logique dans l'horreur, et en même temps des trucs extrêmement macabres et très sombres et très inquiétants. Et moi, il y a des phases, enfin, la plupart de ces livres, je les ai lus, j'ai eu plus peur que les King, parce que les King, on est vraiment dans de l'horreur psychologique. Surtout ce qu'il écrit depuis 20 ans, on est moins dans de l'horreur pure et dure avec des monstres, du sang partout, machin. Et Sir Cédric, lui, il est plus les sorcières, les esprits, les trucs comme ça, qui s'insinuent un peu ce qu'on disait sur des éléments que tu crois, enfin des choses que tu crois voir du coin de l'œil et tout, qui sont très très efficaces. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, on n'en parle pas assez, donc c'est ma reco. Sir Cédric, ou Cédric Sir, je crois qu'il a changé, qu'il a inversé, mais c'est facile à trouver. Et c'est français, donc ça c'est cool. C'est pas le mec qui a les cheveux super longs et noirs, Si, là? ouais, Sa tête me complètement. dit quelque chose, ça m'a envoyé une image, ouais. Il me semble que j'avais déjà croisé certains de ses écrits, Ouais, ça me bah dit je quelque te chose. conseille, c'est vraiment excellent, c'est vraiment très bien. Moi je les dévore à chaque fois que j'en ouvre un, je les lis en une semaine quoi. Ce qui est très rapide pour moi, je suis une lectrice lente. Ouais, je sens que depuis que j'ai quitté le lycée, moi aussi, je mets plus longtemps à lire. Oui, hein, À lire. ouais. T'as des recos toi? Moi, ce sera plutôt des recos films, et ça va pas Ah, du tout être une reco spooky. coréenne, pour le Ah, coup. Parce que, alors, pour le spooky, moi maintenant, je trouve mon bonheur sur YouTube. ah oui. C'est-à-dire, il y a des chaînes YouTube vraiment excellentes. C'est des chaînes vraiment, quand on cherche Slenderman et tout ça, il y a plein de gens qui ont fait Mmh. des fausses chaînes, un peu à la projet Blair Witch, Ah ouais, moi je où peux ils pas ça. filment, ils font genre, oh, c'est le Slenderman et tout ça, et un peu dans le style du projet Blair Witch avec le Slenderman et tout. Sur YouTube, il y a plein de choses. Je suis sur des subreddits horreur, très basiques. Et en fait, je vais recommander un très vieux film. Un très vieux film, il est moins vieux que les films qu'on a commentés. Takashi Shimizu, qui a écrit donc certains de mes films préférés japonais comme Ju-On et Ju-On 2. Il a fait un film qui s'appelle Réincarnation, qui est sorti en 2005, euh, et qui raconte en fait l'histoire, il y a 35 ans, dans un paisible hôtel de tourisme, ça tombe bien, je suis à l'hôtel, un homme pris d'une crise de folie a massacré 11 victimes, donc parmi les clients et le personnel de l'hôtel, et il a tué toute sa famille en filmant ses meurtres avec une caméra vidéo. Donc voilà, et un réalisateur, décide de refilmer ça, de faire un film à ce sujet-là, dans le même hôtel. Et il recrute diverses personnes. Et en fait, chacune de ces personnes disparaît. En fait, Ah, ah. le, les personnes qui ont été recrutées par le réalisateur seraient les réincarnations des victimes. Et malheureusement, la réincarnation du tueur se met à faire des siennes aussi. Et c'est un film qui est très intéressant parce qu'on voit en fait ce qui s'est passé un peu à l'époque, le mec qui filme pendant qu'il massacre sa famille et tout ça. Mais c'est pas visuel, c'est pas gore. C'est plutôt des Ouais. victimes qui essayent de se cacher dans l'hôtel, qui se retrouvent dans la piscine, sa famille qui essaye de se cacher dans un placard. Et moi, c'est quelque chose qui me faisait très peur. C'est, voilà, si t'es poursuivi, en vrai,
tu te caches où et tout ça, et Ah tu vois ouais. les gamins qui se mettent dans les placards de l'hôtel, et puis c'est un hôtel typique japonais, vraiment comme on se l'imagine et comme on les voit dans les émissions et les films et tout ça. Et j'avais adoré, parce que j'avais adoré Ju-on et Ju-on 2. C'est vraiment un type de film, moi, qui me plaît. C'est un type de film dont on a parlé, voilà, avec des fantômes, des réincarnations. C'est le méchant, en fait, c'est juste un être humain à la base, qui a vrillé ou qui a vrillé pour une bonne ou mauvaise raison, ça Mm. dépend. Mm. Je recommande chaudement Shutter. Je sais pas si je l'avais déjà recommandé dans le genre de l'horreur. C'est l'histoire d'un photographe qui, un jour, en prenant une photo, commence à apercevoir des ombres sur ses photos. Et plus ça va, plus il a l'impression d'être poursuivi par quelque chose ou quelqu'un. Et ses copains commencent à mourir tour à tour dans des accidents plus que suspects. Et il se rend compte que c'est peut-être son ex-petite amie, enfin c'est sa fiancée qui lui dit que peut-être c'est son ex-petite amie qui était morte il y a quelques années, qui s'était suicidée, qui est peut-être responsable, peut-être que son esprit n'est pas en paix et tout ça. Et, ben c'est un film pareil, un peu à tiroir comme il y a dans tous ces films d'horreur où on se rend compte que la Ouais. raison pour laquelle elle se venge. Et moi c'est un film qui m'avait beaucoup plu parce qu'en fait c'est un photographe et on se sert beaucoup de son outil qui est son appareil photo et sa photo pour montrer un petit peu les pensées et les intentions du fantôme. Mhm. Et le fantôme un peu dissémine des indices via les photos. Et c'est super intéressant. Je peux pas spoiler parce que les passages qui m'ont le plus marqué, c'est vers la fin Ah du ouais. film. Mais clairement, je trouve que l'utilisation de l'appareil photo est très intelligente. Et par rapport à ça, moi, il y avait un jeu vidéo que j'avais adoré, mais qui commence à être vieux. Euh, Ouais, je fais un peu de recherche, je le prends. ouais, j'étais en train de réfléchir. Shutter, je pense même pas avoir vu le remake. Oh, il est pourri. Il est avec un des acteurs qui joue dans Dawson, là, Ah, qui alors est attends. terriblement... Project Zero, voilà. Donc ça me rappelle un jeu vidéo que j'avais adoré, mais alors qui est sorti en 2001, Project Zero, s'il vous plaît, où ou Fatal Frame, où on combat les fantômes en fait avec un appareil photo. C'est-à-dire on prend en photo les fantômes pour les enfermer dans son appareil, et en fait on visite un manoir à la recherche un peu d'un romancier qui avait disparu pendant des recherches pour son prochain roman. Mhm. Et dans ce manoir Imuro, on se rend compte qu'il y a plein de fantômes et en fait on les voit passer du coin de l'œil, justement, on les prend en photo. Et des fois, genre on passe, il y a rien, on repasse, il y a un pendu, enfin c'est terrifiant. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'il s'est passé des trucs super graves dans ce manoir en retrouvant des indices, etc. Mais c'est un très vieux survival horror, il date de 2001, il était sur PS2. Et, euh, et je sais, le 2 était sorti en 2003 avec des jumelles dans ce manoir et dans le 3, en 2005. Et ça, c'était vraiment un jeu qui m'avait marqué. Ouais. Et un peu dans la même ambiance, j'adore les survival horror. Il y en a un qui est sorti par contre en 2014, qui a été réédité et qui est sorti sur Steam, c'est The Forest. On est tout seul, le seul survivant Ah ouais, non. Ouais, je peux pas. d'un crash. Et on se retrouve dans une forêt mystérieuse et à essayer de survivre. Et c'est terrifiant. Non, c'est vraiment terrifiant. D'ailleurs, les auditeurs, si vous avez des jeux d'horreur à conseiller en VR, venez dans les DM de Gonbe Podcast, n'hésitez pas. Parce que moi, mon dernier vrai coup de cœur jeu vidéo, il date de 2001. Le vrai gros coup de cœur, c'était Project Zero. Et Ah oui. c'était vraiment ce côté, je pense que par contre, je meurs d'un arrêt cardiaque en VR. Mais j'aimerais bien essayer. Ah J'aimerais ouais, bien j'avais essayer. testé un début de truc de genre Resident Evil et tout, et je peux pas. Déjà rien que le Resident Evil classique, quand il était sorti sur PlayStation, je pouvais pas. Et là, c'est en VR, c'est pire, quoi. Ça va être horrible. Après, dans le genre spooky, mais pas spooky, il y a les zombies, hein, c'est le classique, George Romero, tout ça. Ouais. Non, et du coup, il y a un film de zombies coréen qui est sorti il y a pas longtemps du tout, c'est #Alive, qui est sorti sur Netflix, avec Park Shin-hye, donc qui est une des actrices coréennes les plus connues qui existent. Et je vous le conseille, c'est le dernier film de zombies à la mode. Je vais pas vous spoiler, hein, c'est l'histoire d'un gars et d'une fille qui, en pleine apocalypse zombie, pensent qu'ils sont seuls dans un immeuble et en fait ils se rendent compte que ils sont encore vivants tous les deux. Voilà, d'où le #Alive. Donc Ah.
C'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien les films de zombies, j'aime bien voir comment ils essayent de renouveler le genre à chaque fois. Est sorti il y a 2 ans, et donc l'an dernier, la saison 1 et puis la saison 2 de Kingdom, où là, c'est du zombie qui se passe à l'époque médiévale en Corée. Et j'aime bien parce que à chaque fois, justement, t'as l'apocalypse zombie qui se passe à différentes époques, les zombies n'ont pas toujours les mêmes particularités, on règle pas toujours le problème de la même façon, et les survivants agissent pas toujours de la même façon, et moi c'est quelque chose qui me ramène à un coup de cœur littéraire, mais extrêmement connu. Max Brooks et World War Z, le roman, hein, le film c'était une purge, son nom, et un sponsor Pepsi dégueulasse. Mais le livre est vraiment génial parce que je sais pas si tu l'as lu, World War Z. Non, j'ai vu que le film du coup. C'est un journaliste, un reporter qui, à la fin de l'apocalypse zombie, quand on commence un peu à avoir canalisé le truc, va interviewer des survivants. Il va interviewer le médecin qui a répertorié le premier cas en Chine. Et du coup, pendant le Covid, j'étais obsédée par ça, le premier cas qui avait eu lieu en Chine et tout ça. Et c'est un peu... Faut peut-être pas le lire en période Covid parce qu'on se rend compte que... justement, ils avaient dit de pas prendre l'avion, de se confiner, machin, et ils ont quand même fait des dons d'organes et tout ça, et il y a eu une propagation via le don d'organes et tout, c'était terrifiant. Et il y a un personnage, c'est un Hikokomori, c'est un japonais tout seul dans sa chambre qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Et il se rend compte, au bout d'un certain temps, que sa mère lui a pas apporté à bouffer depuis X jours. Donc il sort de sa chambre, un peu vénère, et il se rend compte que ses parents sont pas là. En fait, il se rend compte que c'est l'invasion zombie dans son immeuble et il se peut pas sortir par le couloir, il commence par descendre balcon par balcon pour sortir de son immeuble. C'est un truc de fou. Il y a une gamine qui raconte son histoire parce que une nana qui raconte que quand elle était gamine, il y a eu l'invasion zombie, et elle raconte que de son point de vue, elle comprenait pas ce qui se passait et ce que ses parents ont fait pour la sauver. Il y a plein de choses. Il raconte ce qui se passe du côté des militaires, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe en France, et à chaque fois, c'est un journaliste qui va interviewer les gens qui racontent leur histoire, donc ça peut se lire en une traite, mais ça peut se lire petite histoire par petite histoire. On lit un témoignage, on lit un autre témoignage, on raccorde un petit peu, c'est très cohérent, malheureusement assez réaliste. Et j'avais trouvé ça très intéressant. J'adore les histoires de zombies, moi, les fantômes et les zombies, c'est mes deux gros kinks en horreur. Ouais. Et c'est vraiment, le World War Z, c'est pas vraiment de l'horreur en soi, mais c'est du zombie très bien raconté, je trouve. C'est un classique, mais si vous l'avez pas lu, si tu l'as pas lu, je le conseille. Tu me donnes envie de le lire. Je le lirai. Je vais l'ajouter dans ma palle et je pense que je finirai par le lire. Ouais, la palle qui ne descend jamais. Quel enfer. Qui ne fait qu'augmenter. En plus, comme on me disait, moi je lis hyper lentement, donc et là je relis pour le roi Steven, donc en plus ma palle ne désemplit pas parce que je lis un truc que j'ai déjà lu, qui fait 8 tomes, donc je vais m'en sortir. Après avec le confinement, peut-être que je vais pouvoir avancer, on verra. Je pense aussi, j'ai des livres à lire, et d'ailleurs mon dernier coup de cœur littéraire, mais là c'est vraiment, c'est pas de l'horreur ni rien, Histoire de meuf de Ksenia Potrapeliuk, Potrapeliouk. C'est que Ksenia en fait c'est une amie d'enfance qui a sorti en auto-édition un livre, et je me permets de dire allez-y, elle en a déjà vendu 300 exemplaires, ce qui pour de l'auto-édition est vraiment pas mal. Ouais, c'est bien. Et elle y a mis tout son cœur. C'est un peu cru, c'est des histoires de meufs justement, c'est quelques petites nouvelles où on a des histoires de nanas très différentes qui prennent toute place à Limoges, donc la ville où moi j'ai grandi, et elle aussi. C'est très cru. Elle y a mis beaucoup de son histoire, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle connaît. Elle a mis beaucoup de Limoges dedans. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve les lieux communs pour les gens qui connaissent la ville. C'est des personnages un peu forts. Alors après, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est intéressant à lire. Moi, j'ai apprécié. J'ai aussi apprécié, je pense, parce que je la connais, et des fois, je vois des petits clins d'œil, mais à ce qu'elle a vécu et tout ça. Mais franchement, c'est intéressant. Elle y a mis beaucoup de personnalité. Elle mâche pas ses mots, et ça permet un petit peu de découvrir aussi quelques petits aspects de la ville de Limoges qu'on voit pas forcément dans les médias. Voilà, donc je le conseille parce que c'est une copine et qu'il faut donner de la force. C'est disponible sur les plateformes dématérialisées ou sur Amazon, etc. Et sur les librairies peuvent le commander, donc franchement n'hésitez pas, hein. Après tout ça se lit vite, hein. Ça occupe une bonne soirée de confinement. Oui, voilà, hein. Allons-y, quoi. Après, une pile à lire, de toute façon, ça ne cesse d'augmenter, ça ne diminue jamais, donc il faut encourager.
Voilà pour mes petites recos. Voilà, c'est des trucs surtout très vieux parce qu'en ce moment, honnêtement, je lis peu, je regarde peu de choses à part des dramas très niais, très chocolat chaud comme on dit. En À horreur regarder sous un plaid. récent, sur Netflix, il y a la 2e saison de la série de Mike Flanagan, The Haunting Bly of Manor. Bly Manor. Ouais. Je l'ai pas terminé. J'ai dû voir 3 ou 4 épisodes et c'est toujours aussi efficace. Moi, j'avais beaucoup aimé la première saison et là, la 2e est dispo, donc je pense que ça va occuper aussi quelques soirées de confinement, un peu spooky là, avec Halloween qui approche, c'est très bien. J'avais adoré The Haunting of the Hill House, Ah ouais. qui reprend pas mal de codes justement de l'horreur asiatique, hein, le fantôme, enfin, en fait, les fantômes, ils apparaissent comme dans les films d'horreur asiatique, donc j'avais adoré. J'ai trop hâte de voir The Bly Manor. Et du coup, ça reprend un peu les mêmes codes et tout, l'histoire est prenante dès le début, du coup, pareil. Un peu moins. Il y a moins de jumpscares. Après, enfin, moi, il y a des trucs qui me triggerent, mais parce que ça rejoint un peu les peurs que j'ai tout à l'heure. Dans toutes les peurs que j'ai citées, il y a un truc qui est récurrent dès le départ. Mais il y a plus d'installation de l'histoire et de l'ambiance et des personnages. Et l'esthétique est un peu différente aussi. Mais moi, j'ai bien accroché. J'ai bien aimé ce que j'ai vu jusque-là. Et je la regarde. Et en fait, pour tout te dire, si j'ai pas avancé, c'est parce que je me sens pas de la regarder le soir, vu que je suis super trigger par les tout petits éléments d'horreur qu'ils utilisent. Sur moi, ça marche très bien, trop bien. Donc je me dis, il est hors de question que je regarde ça le soir avant de me coucher. Donc je vais peut-être faire un effort là avec le confinement. Je me dis, pour ma pause du midi, j'en garderai un épisode et d'ici le soir, peut-être que ça ira. Ah ouais, bah, de toute façon que je le regarde le soir ou le midi ou le matin, c'est toujours quand je suis toute seule que mon cerveau il me dit « Tu te souviens de cette scène revoilà un petit coup là dans ta tête. » Moi je comprends, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir le Bly Manor, mais j'attends la personne qui va le regarder avec moi parce que quand on a promis de regarder une série avec quelqu'un, il faut s'y tenir. Donc ouais, voilà, mais il faut respecter ses engagements. Très bonne reco. Et d'ailleurs, si vous voulez la dernière saison d'American Horror Story, la 84, sur Podcut, Watchlist a fait une review, si ça vous dit d'avoir un avis là-dessus avant de vous y jeter. Voilà. Je n'en dis pas plus. Voilà, si jamais vous n'avez pas assez de recos, n'hésitez pas à aller checker Watchlist. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question pour cet épisode cher de pod de Gone Bay Podcast. Fait. Mais en tout cas, merci d'être entre guillemets venu, car nous respectons la distanciation sociale et les gestes barrières. Voilà. Merci de ton invitation. Mais merci d'être venu. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi. Et en plus, moi, c'est des films. J'apprécie toujours d'avoir des petits retours sur ce genre de film, que les gens aient aimé ou pas. Voilà, ça fait toujours un peu plaisir de savoir ce qu'ils pensent de ce genre un peu spécial. Et puis même, ça m'a fait plaisir de t'avoir dans l'émission. Au plaisir de se revoir sur un épisode différent. Bah ouais, carrément, avec grand plaisir. C'est à notre tour de t'inviter dans Le Roi Steven maintenant. Pour faire la nouvelle dont t'as parlé tout à l'heure. Quand on la fera, on t'appellera. Comme ça, tu nous parleras de ton trauma. Oui, de comment après j'ai écouté de la musique très fort dans la maison pendant toute la journée pour essayer de masquer un bruit imaginaire. Mais avec plaisir. C'est ça. Parfait. Nickel. Bon, mais en tout cas, avec grand plaisir. Et puis, on va voir. De toute façon, on risque pendant le confinement de lire, de regarder des choses. Donc, on aura encore des sujets desquels parler. Et par rapport à ton actu podcast, toi, du coup, t'en es où ? Quels sont les derniers épisodes, les prochains épisodes à sortir pour toi ? Alors, avec Le Roi Steven, on a sorti Shining, notre épisode mensuel où on décortique le roman et on parle un peu des adaptations. Et vu que Julien était très très frustré qu'on n'ait pas parlé plus de Kubrick, mais on avait déjà 4 heures d'épisode, donc on a bien fait le tour, mais on s'est pas étalé. On a un hors-série qui sort normalement juste après l'épisode de Gone Bay, donc celui-ci, sur Shining du Kubrick, uniquement sur l'adaptation, avec des invités de marque. Et le prochain Roi Steven, celui d'après, celui du mois de novembre, donc mi-novembre, ça sera sur la novella Élévation. Et moi, pour la Gazette du Maine, c'est toujours un lundi sur 2.
Et j'ai sorti un épisode hors série où j'interviewe Julien Dupuis, qui est le réalisateur d'un très bon documentaire qui est en ce moment sur arte.fr et sur YouTube, qui est coproduit par Arte, Rokirama et Brainswork, qui est un documentaire d'archives de 52 minutes sur King, donc par King, parce que c'est que des images de lui. Donc c'est déjà un documentaire que je recommande à tout le monde, et surtout quand on n'est pas fan, parce qu'on apprend plein de trucs sur qui il est, et pas seulement sur ce qu'il écrit, et ça, je trouve ça que c'est super intéressant. Et si le documentaire vous intéresse, voilà, j'ai une discussion sur King et sur le documentaire pendant 1 heure dans le dernier hors-série de la Gazette du Maine. Voilà. J'avais déjà écouté une partie des épisodes précités, donc foncez. Voilà. Il va y avoir beaucoup de Shining. J'adore moi, le fait que les épisodes, à chaque fois, vous ayez trop de trucs à dire. Je trouve ça génial. En plus, Shining, c'est un classique, donc et le bouquin a plus de 40 ans, donc en plus, King en a beaucoup parlé, ça a complètement imprégné la pop culture, il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est une histoire qui a vécu sous différentes formes. Il y a 2 adaptations, il y a des jeux de plateau, des jeux vidéo, des références dans la musique, dans les films, donc on savait que ça serait un gros épisode. C'était pas vraiment une surprise qu'à la fin il fasse 4 heures, mais bon, 4 heures quand même. Ouais, mais c'est un gros morceau en même temps. Et puis 4 heures, ça s'écoute en plusieurs fois au pire. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça s'écoute en plusieurs fois. Bon, enfin, merci beaucoup. Mais j'ai hâte d'écouter ce que j'ai pas écouté du coup de tout ça. Ah, ouais. Parce que ça fait quand même des morceaux de 4 heures. Forcément, on n'écoute pas tous les épisodes en mais on y arrive. Astuce, déjà en faisant le ménage. Moi, ça me prend au moins 1 heure d'épisode. Pour les longues soirées de confinement aérées dans nos appartements pour se dégourdir les jambes, voilà, un épisode de Roi Steven, c'est un dégourdissement de jambes. C'est efficace. Ouais, c'est ça. Parce que c'est frustrant. Moi, j'ai pas beaucoup de trajets pour aller travailler, j'ai que 5 minutes. Donc vraiment, 5 minutes, je peux pas lancer un podcast. C'est frustrant. Ah ouais. Donc je le garde pour les trucs qui prennent du temps, comme le ménage, la vaisselle, l'astuce. Je comprends, je fais pareil. Ça cache le bruit. C'est ça. Voilà, quant à Gone Bay, au niveau actu, on va reprendre avec la 2e partie avec Lucie, afin de finir ce gros morceau sur la K-pop, et on va continuer avec un épisode K-pop à nouveau sur le fameux groupe Twice, qui est actuellement dans l'actualité de la Corée, plutôt par rapport à League of Legends, puisque Twice intègre le groupe KDA, KDA, je sais pas comment il se prononce, voilà, qui fait les musiques pour League of Legends. Et voilà, c'était avec une invitée qu'on connaît, puisque c'est avec Audrey/Herculea qui était au commencement du podcast. Donc ça va être cool, ça va être une programmation très K-pop, très légère, très chewing-gum pour suivre ce chair de pod un petit peu plus sombre. Voilà. Ça tranche. Ouais, mais là ça tranchait bien. Est-ce que ça a tranché dans les films? Pas trop. Pas trop. Si, le beau-frère, il s'est fait trancher, finalement. Non. C'est ça. Je réfléchissais, ça tranche, non, oui, il y en a un qui se fait trancher. Et c'est déjà pas quand mal. Même. Oui, c'est bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, et puis merci de nous avoir écoutés. Voilà, prenez soin de vous, et puis j'espère que le confinement ne sera pas trop dur, en tout cas pour qui que ce soit qui nous écoute en ce moment. Et prenez soin de vous. Merci à toi, Émilie. Au plaisir vraiment de te revoir sur Podcut. Merci beaucoup. Merci. Salut. 서로를 알아가고 나는 그렇게
Je coupe le micro, attends. Mais en vrai, le piment, mais c'est dégueulasse. Et en plus, le kimchi, ça me fait péter. Enfin bref. C'est comme la K-pop, en vrai, ça me prend la tête. Je dis que j'en écoute et tout pour le public. Bonjour. Mais... Bonjour. Mais vous êtes qui, en fait ? On est Thibaut et Cédric de Popcorn Ah, mais Impact. attends, mais vous êtes le podcast Gombé? Ah mais oui. Ah mais on est dans le même label, le label Non, mais Podcast. ça n'empêche que vous auriez pu frapper avant d'entrer. Vous m'avez fait super peur. Oui, c'est vrai que t'aurais pu frapper Thibaut. Hein. Mais- Bon, on va vous laisser, hein. on va pas vous déranger plus. Bonne journée, hein. C'est yo. Le micro était bien coupé. Non, t'inquiète, on n'a rien entendu.